Bonjour, donc rebonjour. Pendant la prochaine heure et demie, donc on va parler de cloud privé. Le cloud privé, donc on va un peu le démystifier. Et à l'issue de cette heure et demie, on espère que ce sera très clair pour vous ce que c'est qu'un cloud privé et comment le présenter et l'exploiter dans le futur. L'objectif d'un cloud privé est principalement de faire évoluer le centre de données, le data center, dans ce qu'on appelle aujourd'hui un centre de service. Je le rappelle, l'informatique a toujours été au service de l'entreprise. Elle est souvent vue comme un centre de coût. Et là, le but, c'est de ramener encore, de donner de la valeur, on va dire, à l'informatique en entreprise. Pour nous contacter, on a laissé ici deux URL qui sont simples à retenir, AKMS Fabricem ou AKMS Stanislas. Ça vous envoie directement sur nos blogs, et dans nos blogs, il y a un petit bouton contact. Et en cliquant sur le bouton contact, vous avez un formulaire dans lequel vous pouvez nous faire un email. Merci Fabrice. Donc, l'objectif de la session, c'est déjà de définir, de redonner un peu les bases du cloud computing, pour qui, pourquoi. Malheureusement, c'est un mot qui aujourd'hui est utilisé à toutes les sauces, même les plus mauvaises. Et pour peu qu'il y ait des gens du marketing qui commencent à mettre les mains dedans, on obtient vite un vrai foutoir. Donc, ensuite, on va parler de comment on peut transformer ce fameux centre de données en centre de service. Et là, du coup, on vous donnera une approche plus méthodologique que technique, mais quelque part, ça va se retrouver. Et ensuite, on parlera des technologies Microsoft. En gros, quels sont les produits qui vous permettent d'effectuer cette transformation d'un data center tel que vous l'avez aujourd'hui vers un centre de service, un cloud privé. Donc l'agenda sera donc le suivant. On va vous faire un petit rappel sur le cloud computing en termes de définition, histoire qu'on ait tous le même vocabulaire, là encore, hein, parce que le problème c'est qu'on dit tout et n'importe quoi sur le cloud. Ensuite, on abordera réellement, plus précisément, ce qu'on entend par cloud privé. Ensuite, on verra la transformation du centre de données en centre de service. Et ensuite, on détaillera les différentes phases de transformation avec les outils associés derrière chez Microsoft. Comme toute bonne session, une petite synthèse et quelques liens vers des ressources utiles à la fin. Donc, le cloud computing, une définition parmi tant d'autres, est celle-ci. Alors l'ensemble, je la lis parce qu'en fait, ça fait 60 fois que je la fais, cette slide, et j'arrive pas à le retenir. Donc l'ensemble des disciplines, technologies et modèles commerciaux utilisés pour délivrer des capacités informatiques, logiciels, plateformes matérielles, comme un service à la demande. Donc c'est une des centaines de milliers de définitions qui peuvent exister sur le cloud computing. Elle est pour moi pas bonne. C'est pour ça que je la mets. Il y a quand même des choses qui sont bien là-dedans. On retrouve la notion de délivrer des capacités informatiques, et on a la notion de service à la demande, qui effectivement font partie des composants du cloud computing. Donc, c'est une définition que vous pouvez trouver parmi tant d'autres. Elle n'est pas bonne, clairement. Alors, j'aurais pu réinventer une nouvelle définition que j'estimerais meilleure, mais il y a des gens qui font ça très bien. Donc, du coup, je me suis appuyé sur leurs travaux. Donc, les gens très bien, ce sont les gens du NIST, du National Institute of Standards and Technology. Donc, en gros, c'est un organisme américain qui est en charge de définir les standards pour tout ce qui est administration fédérale, armée, industrie américaine. Et ces gens-là pondent régulièrement des très bons documents, des très bonnes définitions. Et globalement, l'industrie s'y colle assez. L'industrie est en plus relativement centrée sur les États-Unis. Ça tombe bien. Donc, on ne va pas réinventer la poudre, et je vais vous redéfinir le cloud computing tel que le NIST le définit. Et j'espère qu'à l'issue, ce sera beaucoup plus clair. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est plus clair que la définition que je vous ai donnée précédemment. Donc, le NIST définit en fait le cloud computing sous la forme... le cloud computing avec 5 caractéristiques qu'on va détailler juste ensuite. 5 caractéristiques qu'on va retrouver dans 4 modèles de déploiement, sous la forme également de 3 modèles de service. Donc en gros, en 4 slides, vous êtes capable de définir le cloud computing et de voir si ce dont on vous parle est du cloud computing ou pas. Les 5 caractéristiques, la première, vous en doutez, le cloud nécessite du réseau. Hein, accès universel par le réseau, pas de réseau, pas de cloud. Hein, première phrase à retenir. Donc accès universel, alors ici c'est représenté par différents types d'écrans. On retrouve une tablette, un PC, un smartphone, mais globalement tout périphérique ayant une connectivité, on va dire IP, et potentiellement un client du cloud computing. Il y a quelques mois, je parlais d'automobile en disant que l'automobile serait un parfait candidat à du cloud computing. Depuis, en fait, il y a différents constructeurs qui ont annoncé des voitures connectées. Donc, vous avez votre voiture qui a aujourd'hui une électronique embarquée relativement importante, pour peu qu'elle soit intégrée avec une puce 3G,
fournis par le constructeur, eh bien, la voiture peut remonter des informations ou au contraire télécharger des informations depuis les centres de données du constructeur pour par exemple un rappel, du diagnostic ou autre. Donc l'usage, un des clients du cloud computing, ça peut être effectivement l'automobile. Dans le futur, on pourrait avoir les réfrigérateurs, les compteurs électriques, etc. Il n'y a pas de donc tout périphérique qui a une connectivité réseau. Dans du cloud computing, on ne parle pas de serveurs à l'état individuel, genre j'ai 30 serveurs, 20 serveurs, machin. On parle de mise en commun de ressources. Donc on va parler d'une certaine capacité, d'une certaine puissance processeur, d'une certaine quantité de mémoire, d'un volume de stockage, et puis d'une bande passante et d'une vitesse de réseau. Donc mise en commun des ressources, ça c'est un point qui est fondamental du cloud computing. Le cloud computing est associé également, d'après le NIST, à tout ce qui est élasticité. Élasticité, en fait, c'est la capacité à monter en charge rapidement et simplement. Donc, exemple, c'est je suis un site de commerce électronique. Je sais que sur les périodes, mettons, de novembre jusqu'à, on va dire début février, je vais probablement avoir un pic d'activité si je vends des biens de type, on va dire, biens culturels, électroniques, etc. Parce que pendant les fêtes de fin d'année, je pense qu'on fait tous partie de cette population, on a commandé sur Internet des choses. Donc, ça veut dire que durant la période de fin d'année, il va y avoir un pic d'utilisation de la plateforme web, et donc durant cette période, il va falloir plus de serveurs. Donc, typiquement, Amazon provisionnait sa plateforme en fonction des fêtes de fin d'année, parce qu'ils estimaient qu'un client qui attend ou qui n'a pas une bonne expérience sur la plateforme web, il essaie une fois, deux fois, et après il va voir un autre fabricant, un autre vendeur en ligne. Donc du coup, en fait, leur plateforme était dimensionnée pour tenir la charge, avoir des bons temps de réponse sur la période de fin d'été. Si vous êtes un vendeur un voyagiste ou autre, votre période d'activité, elle sera décalée. Par contre, elle sera plutôt, on va dire, de avril, mai, juin, pour donc les vacances de fin d'année. Donc, l'élasticité, c'est la montée en charge, mais c'est également la décroissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé les périodes de forte demande, il faut qu'on puisse déprovisionner éventuellement la puissance qu'on a mis en ligne pour pouvoir être utilisée. Donc, c'est cette capacité à donc monter et descendre en charge. Dans du cloud computing, quel qu'il soit, on parle de service qui est mesurable et refacturable, c'est-à-dire que les applications vont consommer des ressources, peut-être de la mémoire, ça peut être du stockage, ça peut être du réseau, ça dépend du service qu'on va mettre en place derrière. Mais ce service sera mesuré par le fournisseur de cloud computing pour être potentiellement refacturé. La refacturation n'est pas limitée aux géants du cloud computing tels que Google ou autres pour du grand public. On peut tout à fait imaginer un système de refacturation en interne dans une entreprise. Refacturer la consommation des ressources aux différentes entités métiers. Si on est un GIE d'une banque, par exemple, on peut refacturer à, je sais pas, l'entité banque retail ou l'entité trading la consommation qu'ils ont de ressources. Donc le service est mesurable et refacturable. Et le dernier point, dans du cloud computing, on a la notion de self-service. Une version simple, ça va être par exemple un webmail, par exemple. Quand vous créez une boîte aux lettres sur Hotmail ou Gmail, vous n'appelez pas l'administrateur d'Hotmail ou de Gmail pour lui dire « je besoin d'une boîte aux lettres ». Vous passez par une interface, vous servez tout seul, entre guillemets, vous créez votre compte et vous avez besoin de personne. Vous avez vraiment une notion de self-service. Si vous allez chez Amazon et que vous demandez une nouvelle machine virtuelle chez EC2, vous n'appelez pas non plus l'administrateur d'Amazon en disant « tiens, j'aurais besoin d'une machine Windows 2003, est-ce que tu peux me la créer ?» Vous passez par un ensemble de portails, de l'ensemble de pages web qui vous permettent de faire et de vous servir vous-même. Voilà, notion de self-service très importante dans le cloud computing. Voilà. Donc ça, ce sont les 5 caractéristiques. Elles sont valables pour tous les types de cloud. Du coup, après, on va retrouver, et c'est des termes que vous connaissez probablement déjà beaucoup, 3 modèles de services. Et donc 3 acronymes à connaître qu'on va retrouver dans la plupart des magazines informatiques, la presse en ligne, etc. Le premier, c'est le SaaS, le Software as a Service. Pour faire très vulgarisé, je dirais que le Software as a Service, c'est un service qui est prêt à l'emploi, qui est quasiment fini. Je reprends l'exemple du webmail. Vous allez
créer une boîte aux lettres et la consommer, mais vous n'allez pas être l'administrateur de la messagerie, c'est pas vous qui allez gérer les serveurs en dessous, etc. Donc vous consommez un service qui est déjà prêt à l'emploi. Je vous ai parlé de Hotmail. Si j'amène le pendant en version entreprise, cloud, ce serait Office 365, où on a des boîtes aux lettres Exchange, du SharePoint, du Link, etc. Mais le service est prêt à l'emploi, entre guillemets. Vous n'êtes que consommateur du service ou administrateur du service sans descendre dans le logiciel en tant que tel. Le deuxième, ensuite, quand on descend dans les couches, le matériel étant tout en bas de ma slide, n'apparaît pas dans la slide, on va voir ce qu'on appelle le plateforme de service, le PaaS. Le plateforme de service consiste à fournir une plateforme sur laquelle vont être posées des applications, installées des applications. Un exemple de socle applicatif de type plateforme de service, c'est un socle sur lequel on aurait des services web et des services SQL. À partir du moment où, fournisseur de cloud, je fournis des serveurs web et de la base de données, quelle qu'elle soit, eh bien, n'importe quel développeur peut venir maintenant faire une application web qui va stocker et consommer les données dans la base de données. Voilà. Donc on a un socle applicatif qui est prêt. Il attend juste de recevoir en gros les applications. Donc l'exemple ici, ce serait Windows Azure par exemple, sur lequel on peut développer sur différents langages, différents logiciels. Donc on va dire que le plateforme de service est très orienté aujourd'hui développeur. Et on dit aux développeurs, voilà, tu fais ton code et puis après tu as juste à l'envoyer sur la plateforme PaaS. Et tu n'as pas à gérer toi-même, tu n'as pas à configurer le serveur web, tu n'as pas à configurer la base de données, tu n'as pas à l'installer, c'est nous qui gérons ça pour toi. On est fournisseur. Donc quand je parle de self-service, l'exemple du PaaS, c'est quand vous êtes dans Visual Studio, les dernières versions qui sont compatibles avec Windows Azure, le développeur il fait son code, et le moment où son code il est prêt à être utilisé, en gros il vient sur son arborescence, il fait bouton droit et télécharger sur Windows Azure. Et après, il suit son petit assistant qui va simplement lui envoyer l'ensemble de ses binaires sur la plateforme. Et il ne va pas aller gérer le serveur web derrière, etc. Tout va fonctionner pour lui. Donc, notion de self-service. Et si on redescend un peu plus bas dans les strates, donc on commence à se rapprocher du matériel, mais on n'y est pas encore, on a le IaaS, l'infrastructure as a service, qui lui est plutôt réservé, on va dire, aux administrateurs infrastructure, administrateurs système. Basiquement, un IaaS est une plateforme qui permet en fait d'avoir des machines virtuelles, pour faire simple. Donc, sur un IaaS, vous, en tant que client consommateur de ce service cloud, vous allez venir mettre des machines virtuelles. Mais ce n'est pas vous qui allez gérer derrière le vrai matériel, le vrai réseau, les hyperviseurs, c'est pas vous qui allez les gérer, vous êtes vraiment consommateur, utilisateur en gros du socle qui est en dessous. Ça va, c'est clair ? 5 caractéristiques, 3 modèles de service. Il nous reste les modèles de déploiement. Un cloud peut être privé, auquel cas il va appartenir à une entreprise, à un gouvernement, à une école. Donc c'est de l'informatique interne, c'est une évolution de son data center. À l'inverse, il peut être public, auquel cas le cloud appartient à un fournisseur tiers. Ça peut être Microsoft, ça peut être Amazon, ça peut être Google, ça peut être Salesforce, ça peut être plein de personnes. Auquel cas, là, le fournisseur est le propriétaire de l'ensemble du matériel et de l'infrastructure. Et puis, comme dans la vraie vie, rien n'est blanc, rien n'est noir. Et le futur ne sera pas fait que de cloud privé ou de cloud public, mais ce sera plutôt probablement une combinaison des deux. On parlera dans ce cas-là de cloud hybride, qui sera probablement la combinaison d'un cloud privé avec quelques services hébergés dans le cloud public. Un quatrième type de déploiement qui existe également, qui correspond plus ou moins à l'hybride, c'est le cloud communautaire qui, comme son nom l'indique, est à l'échelle d'une communauté. Donc ça peut être à l'échelle d'une école, d'une région, d'un État. Et effectivement, une communauté se partage des ressources et le propriétaire d'un ensemble de ressources qui est ensuite partagé. Et d'où la notion, tout à l'heure, je parlais de multilocataire, multitenant. On peut imaginer un cloud à l'échelle étatique, ce qui d'ailleurs devrait être le cas en France avec le projet Andromède. Et donc on a un cloud français qui après pourrait être divisé en région ou en ministère ou autre. Et dans ce cas-là, chaque locataire serait effectivement une entité donnée de l'administration française. Voilà. Le résumé d'une NIST, parce que là je rappelle que c'est la définition d'une NIST et non pas la mienne. 5 caractéristiques: accès au réseau, élasticité, service mesuré et refacturable, self-service, mise en commun des ressources. Le tout sous la forme soit de software as a service, donc prêt à l'emploi pour l'utilisateur, quelque part, soit sous la forme de plateforme as a service, plutôt orientée pour les développeurs, soit sous la forme d'infrastructure as a service, plutôt orientée pour les administrateurs, infrastructures et réseaux. Et
les 4 types de déploiement, soit donc public, géré par un tiers, soit privé, entièrement géré par votre entité, votre entreprise ou votre administration, probablement plutôt dans le futur de l'hybride, voire du communautaire, exemple projet Andromède pour la France. Donc, dans la suite de cette session, on va se focaliser plus particulièrement sur ces aspects-là. C'est-à-dire que bon, ça c'est commun à tout le monde, la partie caractéristique, mais on va plutôt nous se focaliser sur du cloud de type privé et de type infrastructure de service, donc plateforme prête à recevoir en gros de la machine virtuelle. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'un cloud privé ? Alors aujourd'hui, comment on pourrait définir le pourquoi du cloud privé ? Finalement, comme le disait Stanislas, pour beaucoup de divisions métiers dans les entreprises, l'informatique est vue comme un centre de coût et l'informatique est souvent vue comme une entité qui est un frein à l'évolution du business de l'entreprise. Et de ce fait, la DSI aujourd'hui se doit de réagir afin de rendre le système d'information plus souple, plus dynamique et plus tourné vers les besoins métiers. Parce que si on regarde dans les entreprises, d'où vient l'argent qui est utilisé par l'entité informatique? Elle vient tout simplement des divisions métiers. Et les divisions métiers, aujourd'hui, c'est elles qui ont l'argent, c'est elles qui font tourner l'entreprise, et c'est elles qui sont les premières à dire « je donne trop d'argent à mon entité informatique, ça me coûte trop cher », et à un moment donné, le risque, c'est que ces entités métiers aillent voir s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir le même service éventuellement ailleurs. Pour pouvoir répondre à cet objectif porte un nom, pour la DSI, c'est le cloud privé. Et être capable de faire évoluer son système d'information pour être capable de réagir plus rapidement, d'être beaucoup plus orienté par rapport au métier de l'entreprise et d'être finalement un vecteur de progression du business pour l'entreprise. Et je dirais d'être une force de proposition plutôt que d'être souvent vu comme un frein. Je voudrais faire ça, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir t'en passer. C'est souvent ce qu'on dit de l'informaticien dans l'entreprise. Mon objectif, ce n'est pas que tu m'expliques comment on va en passer, c'est que tu m'expliques comment j'arrive et on peut le faire le plus rapidement possible pour répondre à mon besoin. Aujourd'hui, l'infrastructure qui est dans les entreprises, finalement, elle est dimensionnée pour répondre à une capacité. Et on s'aperçoit que finalement, je fais évoluer mon infrastructure en fonction de l'évolution de la charge de mes différentes applications. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, je fais évoluer mon infrastructure très souvent lorsque ma charge augmente, mais finalement, je suis toujours dans des périodes où je suis en surcapacité ou en sous-capacité de mon infrastructure par rapport à mes applications. Et finalement, cette courbe de capacité, elle évolue. Mais elle évolue de façon à ce qu'en fait, l'entreprise n'a pas les mêmes évolutions par rapport à cette courbe. L'objectif du cloud privé, c'est d'arriver finalement par rapport à une IT traditionnelle à avoir une infrastructure qui soit capable de coller le plus finement possible aux besoins des métiers. Et derrière, c'est par rapport à des métiers qui ont fourni de l'argent à l'informatique pour pouvoir délivrer un service, de dire moi je suis capable d'accord de payer, mais je ne suis capable d'accord de payer que pour ce que j'utilise. Et je veux que tu ne sois capable de ne me fournir que les ressources dont j'ai besoin à un moment donné en fonction de mes besoins applicatifs. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir finalement une courbe de charge qui soit la plus proche de la courbe des ressources et de pouvoir répondre en fonction des différentes ressources qui sont demandées par les applications. Bien sûr, derrière, pour l'entité métier, ça sera de payer effectivement en fonction des ressources, mais de ne payer que sur ce qui est utilisé. Cette évolution, on l'a vu apparaître. On l'a vu apparaître un premier coup avec le besoin, je dirais, de rationaliser les coûts, et la virtualisation a été, pour beaucoup d'entreprises, le synonyme de rationalisation des coûts matériels. J'ai pu rationaliser, mieux utiliser l'ensemble des matériels qui étaient présents au niveau de mon data center et héberger un certain nombre de machines virtuelles au niveau de ces plateformes. Derrière cette rationalisation, il y a aussi, d'une certaine façon, une certaine agilité, puisque là où beaucoup d'entreprises nécessitaient plusieurs semaines pour mettre en production une machine, finalement, ça s'est réduit à quelques jours, voire aujourd'hui,
certaines entreprises qui annoncent qu'ils sont capables de mettre à disposition en une quinzaine de minutes des machines virtuelles avec des applications, quel que soit le moment à laquelle ces demandes vont être faites. On est dans un data center virtualisé, la virtualisation qui est relativement importante. Un chiffre qui m'a surpris, c'est, j'ai lu ça dans je ne sais plus quel site informatique, c'est a priori 35% des systèmes seraient uniquement virtualisés en France. Ça me paraît relativement peu. Aujourd'hui, 100% des entreprises se disent faire de la virtualisation. A priori, il n'y aurait que 35% des environnements qui seraient virtualisés par rapport à des environnements physiques. Donc aujourd'hui, j'ai mon data center virtualisé, j'ai rationalisé les coûts d'acquisition au niveau de mes matériels, mais je dois encore répondre à un certain nombre de besoins. Diminution des coûts des opérations et beaucoup plus d'agilité lorsque mes métiers me demandent de pouvoir délivrer telle ou telle ressource informatique. Et je dirais que cette évolution et cette agilité, on va la voir arriver avec cette notion de cloud. Et derrière cette notion de cloud, c'est nécessairement, en fonction de mes besoins, être capable de fournir la ressource informatique qui est liée et qui est le plus proche des besoins de mes utilisateurs. Finalement, si mes métiers dans l'entreprise ont besoin uniquement d'utiliser une messagerie, c'est de leur fournir éventuellement une solution où ils n'ont qu'à utiliser de la messagerie. Si les métiers dans l'entreprise, c'est de fournir une plateforme applicative, c'est de pouvoir leur fournir une plateforme applicative. Si les métiers dans l'entreprise ont besoin de machines virtuelles, c'est de pouvoir leur fournir des machines virtuelles. Donc c'est d'avoir une infrastructure qui soit dans mon réseau d'entreprise, qui fournisse les services nécessaires, demandés, ou éventuellement avoir une infrastructure à l'extérieur de l'entreprise pour répondre aux mêmes besoins. Donc ce passage d'un modèle traditionnel à une approche cloud a pour objectif, parce qu'on demande toujours de faire plus avec moins, de réduire également le coût par serveur et donc d'avoir le coût le plus faible possible d'achat par serveur. Simplement parce que comme on va mutualiser un maximum de ressources, on va acheter plus de serveurs. Alors ça, c'est encore plus valable pour les fournisseurs de cloud de type public comme Microsoft, Google et autres, on va dire, hébergeurs. Mais simplement, l'achat en volume permet de baisser le matériel, de même pour la partie électricité, etc. Le coût d'administration par serveur, c'est intéressant. Les chiffres qui sont ici sont une moyenne que j'ai fait sur plusieurs documents, mais il me semble à peu près correct. C'est que dans une informatique traditionnelle, on peut aujourd'hui avoir un administrateur pour gérer environ 140 serveurs, sous réserve d'avoir un minimum d'outils et un peu d'automatisation. On est bien d'accord sur le sujet. Dans une infrastructure de type cloud, l'automatisation va être poussée dans des limites bien plus éloignées en termes d'automatisation. Et on peut raisonnablement avoir un administrateur pour plusieurs milliers de serveurs. À partir du moment où on a du matériel ou des machines virtuelles qui sont similaires, basées sur des modèles, etc., ça devient beaucoup plus simple de déployer effectivement à la demande des machines. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, j'ai visité un data center de Microsoft qui était à Quincy. Donc Quincy, c'est à l'est de Seattle, à 2 heures à peu près de voiture de Seattle, dans un trou perdu des États-Unis. Et donc dans ce data center, à l'époque, il y avait 120 000 serveurs, à peu près. Physiquement sur place, pour gérer le data center, il y avait exactement 98 personnes. Ces 98 personnes intègrent les pompiers, les gardes de sécurité, les gars qui venaient raquer, visser les serveurs dans les racks, les spécialistes de la clim, les spécialistes de l'électricité, les spécialistes des batteries, etc. 98 personnes qui faisaient tourner un data center avec 120 000 machines derrière. Alors, clairement, on avait également des administrateurs déportés, mais les administrateurs déportés, il n'y en avait pas des centaines non plus. Oui, je parle de machines réelles. Je parle de 120 000 machines réelles. Ça fait un gros bâtiment, oui. Donc, ça fait un bâtiment assez gros pour qu'on se déplace dedans avec des petites trottinettes électriques. Voilà, pour donner l'idée. Donc, on sait que c'est faisable aujourd'hui parce qu'on le fait déjà, en fait. Les grands fournisseurs de cloud ont déjà ce type de ratio. L'idée également d'agréger les demandes clientes. Les notions de portail libre-service permettent également de dégager de la ressource. On n'a pas une personne qui doit répondre au téléphone, gérer après, etc. Le libre-service, derrière, qui est associé avec des mécanismes d'automatisation et des processus qui sont orchestrés, permet effectivement d'automatiser complètement la
la création par exemple, d'une machine virtuelle depuis, ou l'activation d'un service par le client depuis une interface on va dire correcte. Et du coup, les administrateurs n'ont pas travaillé sur ces points-là et c'est toujours du temps de gagner. Voilà. Côté les coûts du centre de données, si on reprend ce chiffre qui date de 2010, dont les sources sont IDC, donc on remonte aux années à Mathusalem, 96, jusqu'à une petite projection sur 2013. Et vous avez ici en fait l'évolution en gros des coûts du centre de données. Donc dans la partie orange, vous avez le coût finalement d'achat des serveurs, le coût de dépenses sur les serveurs, qui finalement a légèrement baissé, effectivement, légèrement baissé, mais reste relativement stable après dans les 4 ou 5 dernières années. Effectivement, on achète aujourd'hui moins de serveurs parce qu'on virtualise un maximum. Et puis globalement, le marché a fait qu'effectivement, on a plus de puissance pour moins cher. Le coût d'administration, par contre, lui, est passé réellement, a vraiment augmenté de plus en plus. Les coûts énergétiques ont légèrement augmenté, mais globalement sont assez stabilisés sur les dernières années. Et si on regarde, donc on a la base en bleu ici, en courbe bleue, la base des serveurs physiques, et en courbe jaune, la base des serveurs logiques, donc c'est-à-dire les machines virtuelles. On voit finalement qu'on a un gros delta et qu'aujourd'hui, l'évolution se fait principalement en termes de nombre de machines virtuelles versus le nombre de machines physiques. Donc, les data centers n'ont pas tendance à grossir en termes de machines, si ce n'est les fournisseurs qui, eux, font plus de boulot sur le sujet. Mais globalement, la majorité des data centers tels qu'on les voit chez nos clients ne demandent pas des salles de plus en plus grandes. Au contraire, on a tendance à avoir des salles qui commencent à se vider un petit peu parce qu'on concentre sur des mêmes serveurs en fait, l'ensemble des rôles qui étaient faits avant sur plein de serveurs physiques. Tu voulais compléter ? L'idée aujourd'hui, c'est de parler dans le micro. Voilà, c'est mieux. Donc, lorsqu'on parle de cloud, c'est une certaine transformation au niveau de l'IT dans l'entreprise. C'est le responsable du data center devient finalement fournisseur de services par rapport à l'utilisateur ou par rapport au métier dans l'entreprise. C'est déjà un changement de contexte par rapport à ce qu'on retrouve aujourd'hui. Derrière le terme fournisseur de services veut dire également engagement sur un niveau de service. Donc c'est en cela que ça va changer beaucoup dans les entreprises. Et derrière, l'objectif, c'est de pouvoir délivrer un service à l'utilisateur en fonction de ses besoins et en fonction, bien sûr, du service qui aura été identifié au niveau de l'entreprise. Donc bien sûr, cet utilisateur, pour pouvoir utiliser ce service, va avoir besoin d'accéder à un portail libre-service. Au travers de ce portail libre-service, le fournisseur de services va lui mettre à disposition un catalogue de services. Au travers de ce catalogue de services, il va pouvoir consommer un certain nombre de services et ce qu'attend l'utilisateur du service, c'est la mise en place du service le plus rapidement possible et le plus automatisé possible. Derrière, c'est de pouvoir lui-même déployer, lorsqu'il le souhaite, le service, à charge au fournisseur de services d'avoir mis en place toute la mécanique pour automatiser ce déploiement. On le disait tout à l'heure, lorsque vous demandez la création d'une boîte Gmail ou Hotmail le samedi soir à 23h, vous n'attendez pas le lundi matin que l'administrateur du data center soit disponible. Lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous avez oublié de demander la création de la boîte aux lettres de votre collaborateur, que vous savez que le collaborateur va arriver le lundi matin, vous êtes sûr que si vous avez aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, envoyé un email, il sera traité avec de la chance le lundi après-midi. Donc, pendant 4 heures, qu'est-ce qu'a fait votre collaborateur ? Il s'est tourné les pouces. Donc, l'idée, c'est de pouvoir également répondre à ces problématiques et faire en sorte que je puisse faire ma demande à n'importe quel moment et derrière, j'ai des processus qui vont se déclencher et qui vont être capables de réaliser l'opération, alors où que ce soit dans un cloud public, dans un cloud privé, sur des ordinateurs virtuels, sur des ordinateurs physiques, quel que soit le type d'application. Une fois que j'ai réalisé ces opérations, que j'ai des éléments qui me permettent de savoir si ça s'est bien passé. Dans le cadre d'une machine virtuelle, j'ai déployé une machine virtuelle, je veux savoir si elle fonctionne correctement, je veux savoir quelles sont ses performances. Derrière, moi, je suis d'accord de payer en fonction de l'ensemble de ces éléments. Et puis, on va retrouver nécessairement une gestion de l'application pour la partie utilisateur, une partie fourniture du service et automatisation avec un certain nombre de briques technologiques, et puis, pour le responsable du data center, toute une partie de gestion de l'infrastructure. Et à chaque niveau, chaque élément va avoir ses propres solutions technologiques qui vont être déployées, mais également un ensemble de processus qui vont avoir été déclarés pour pouvoir répondre aux différentes demandes.
Comment ça va se passer au niveau des entreprises? De deux façons. Aujourd'hui, comment ça se passe? J'ai un certain nombre de serveurs qui hébergent des applications et qui sont mis directement à disposition de l'utilisateur. La transformation vers un cloud, c'est de pouvoir définir non plus des serveurs, mais de définir des ressources qui hébergent des services et de mettre à disposition ces services au travers d'un portail de services. Comment ça peut se faire? De deux façons aujourd'hui dans les entreprises. Soit en disant, j'ai une infrastructure qui existe et je viens déployer une infrastructure avec un portail de services où je vais commencer à définir un certain nombre de services en fonction des besoins et puis graduellement migrer éventuellement les services existants vers ce nouveau portail de services, ce qui peut être une architecture tout à fait viable et qui peut permettre justement d'absorber dans le temps les coûts liés à ces évolutions d'infrastructure, soit d'avoir une approche qui est différente, c'est de type Big Bang, je veux tout révolutionner, je vais passer du tout noir au tout blanc d'un seul coup, avec nécessairement les impacts que ça peut avoir, notamment sur les impacts liés au changement d'attitude pour les différents utilisateurs. Donc c'est finalement ce que l'on retrouve au niveau de cette diapositive, où on a vis-à-vis de l'utilisateur deux modes, où il va soit être dans un mode je vais accéder à un portail de service et je vais utiliser directement le service, et là je vais être réellement directement l'acteur de la mise à disposition des ressources au niveau du data center, soit je suis dans un mode plus passif où je reste à demander éventuellement par rapport au processus qui existe dans mon entreprise, la mise à disposition et l'affectation des ressources. Un exemple très simple que j'ai eu chez un client, est-ce que vous avez un cloud, une architecture cloud? Oui, on a implémenté des choses et aujourd'hui, notamment, la délivrance de machines virtuelles se fait de façon automatique. Alors qu'est-ce que vous faites? On a créé un site web. Et effectivement, sur le site web, l'utilisateur a la possibilité de définir le type de machine virtuelle qu'il veut, les ressources, éventuellement même la possibilité de demander l'installation d'applications particulières sur son système d'exploitation. Une fois qu'il a fini, il clique sur un bouton, c'est envoyer. Et je lui dis, et après? Et après, l'utilisateur reçoit un mail en lui disant que selon la disponibilité des administrateurs système, il aurait sa machine disponible entre 7 et 15 jours. C'est pas mal, il y a le début. Par contre, 7 et 15 jours, certaines entreprises peuvent l'accepter aujourd'hui, d'autres entreprises diront, moi j'irai voir ailleurs, parce que 7 jours à 15 jours pour me mettre à disposition de machine virtuelle, c'est trop long. Dans 15 jours, j'en ai plus besoin. Si je la demande aujourd'hui, c'est que j'en ai besoin dans l'heure, voire le lendemain matin. Donc c'est aujourd'hui les contraintes qui sont auxquelles doivent faire face les responsables du data center et les responsables des ressources dans les entreprises. Alors, petite démonstration, justement. On va voir si on l'a toujours. Hop. Donc, par rapport à ces infrastructures... Attends, on va se mettre en grand. Voilà. Par rapport à... Pourquoi j'ai pas... Attends, on va se mettre mieux que ça. Là, c'est tout petit. Hop. Donc là, Fabrice va vous montrer un exemple d'implémentation de cloud privé qui est une offre chez nous qui s'appelle DCS, Data Center Service. S'il arrive à se mettre en plein écran. Alors, on le disait, la première étape par rapport à une offre de cloud privé, c'est de proposer un portail de service à l'utilisateur. Ce portail de service, bien sûr, il va être destiné à différents types d'utilisateurs. La première opération, c'est de savoir développer le bon portail de service par rapport à l'utilisateur. Lorsque vous allez sur un site de commerce électronique, si l'interface ne vous plaît pas ou si elle ne répond pas ou si vous n'arrivez pas immédiatement à trouver les informations dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur un autre site de commerce électronique. Donc là, c'est juste un exemple de portail de libre service et c'est nécessairement la partie la plus importante, je dirais, que vous allez avoir à développer pour justement faire en sorte que la solution et le service soient adoptés par les utilisateurs de l'entreprise. Donc là, c'est plutôt un portail de service qui est technique, lié à des informaticiens dans différentes divisions métiers dans une entreprise. Et l'objectif, c'est de fournir une solution multilocataire par rapport à des ressources qui sont présentes dans le data center. Donc cette notion et cette gestion multilocataire, on la retrouve en se connectant tout simplement sur un portail. Donc ce portail nous précise, moi en tant qu'administrateur, l'ensemble des services qui utilisent aujourd'hui mon portail, l'ensemble des machines virtuelles qui ont été déployées sur cet environnement, la possibilité à chaque utilisateur du portail de retrouver ses propres machines virtuelles et de définir qui
a la possibilité d'utiliser ou d'accéder aux machines virtuelles. Et bien sûr, moi, en tant qu'utilisateur du portail, avoir des informations sur le bon fonctionnement de mes différents environnements. Donc là, on est sur une infrastructure de type cloud privé, de type IaaS, infrastructure de service, où le but, effectivement, est de gérer des machines virtuelles. Donc, je vais gérer au travers de ce portail mes différents locataires. Donc, chaque locataire va s'identifier et demander éventuellement une approbation pour pouvoir utiliser des ressources au niveau du portail. L'objectif, c'est également de pouvoir contrôler des ressources. Il y a toujours des petits malins, dès qu'on leur donne l'accès à quelque chose, qui vont essayer, tiens, si je mettais 1000 serveurs, qu'est-ce que ça ferait? Juste histoire de voir. Donc, l'objectif, c'est d'attribuer le bon nombre de ressources aux différents locataires, et derrière, bien sûr, en fonction des ressources qui auront été allouées et qui auront été utilisées, de pouvoir refacturer. La refacturation est un élément aujourd'hui important dans les entreprises. Les divisions métiers sont d'accord de fournir du budget aux divisions informatiques. Par contre, elles veulent que ça leur serve à quelque chose. Et derrière, c'est toujours la même chose. Quand je fournis du budget, lorsque je paye pour quelque chose, je veux être le seul à l'utiliser. Mon objectif, ce n'est pas de payer pour les autres et de n'utiliser que ce que j'utilise et de ne payer que ce que j'utilise. Donc, on va retrouver un service où je retrouve les différentes machines virtuelles. Non, je vais le garder à la main. Les différentes machines virtuelles en fonction des différents locataires. Donc là, l'idée, un locataire, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une entreprise, ça peut être une division à l'intérieur d'une entreprise. Derrière, on va avoir la possibilité de pouvoir subdiviser ces locataires, par exemple, en projets. Et à chaque fois, pour chaque projet, pour chaque locataire, ils vont se créer des machines virtuelles. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir une visualisation directe de l'état de santé de la machine virtuelle. Donc l'état de santé de la machine virtuelle, c'est une information que j'ai besoin sur est-ce que j'ai des alertes, est-ce que j'ai des problèmes de performance, est-ce que les sauvegardes s'effectuent correctement, par exemple, sur mon environnement, et puis derrière, est-ce que j'ai besoin de faire des mises à jour au niveau de mon environnement. Derrière, c'est de pouvoir gérer ces différentes machines virtuelles, d'avoir des informations toutes simples sur la performance du système. Par exemple, tiens, à un moment donné, j'ai une performance qui est élevée au niveau de mon CPU, j'ai de la mémoire qui est utilisée, j'ai des informations réseau, pouvoir accéder directement à ma machine virtuelle au travers de cette interface, et derrière, de pouvoir éventuellement provisionner de nouvelles machines virtuelles. Donc là, comme on est dans une solution de type infrastructure as a service, ce que je viens provisionner, c'est une machine virtuelle, c'est un OS. L'objectif, c'est de pouvoir définir la possibilité de provisionner, par exemple, différentes machines virtuelles. On va mettre, allez, on va l'appeler PSG, avec un numéro. Derrière, c'est de définir un catalogue de services. Catalogue de services, c'est d'avoir différentes typologies de machines virtuelles, avec à chaque fois des caractéristiques différentes. Et on le verra, lorsque je vais définir une caractéristique de machine virtuelle, je vais venir consommer des ressources. Et là, j'ai tout simplement sélectionné une machine petite, qui correspond à une machine 1 CPU, 1 giga de mémoire, et j'ai immédiatement un coût qui s'est affiché. Derrière, est-ce que je refacture ou pas? C'est une problématique qui est propre à l'entreprise. Par contre, de sensibiliser les gens sur le coût que peut coûter tel ou tel équipement informatique, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose que nous demande l'ensemble des divisions métiers, voire les responsables des data centers. Pour dire, c'est bien, on met une machine virtuelle, il faut tout de suite lui indiquer combien ça coûte. Parce qu'il a l'impression que ça ne coûte rien, ça coûte du stockage, ça coûte de la maintenance, ça coûte nécessairement du réseau, etc. etc. Pouvoir sélectionner derrière, lorsque je suis dans des infrastructures multiples, dans quel domaine je souhaite déployer ma machine virtuelle. Nécessairement fournir un catalogue de services qui va me fournir différents systèmes d'exploitation. Donc là, on s'est borné dans cette démonstration à ne fournir que des systèmes d'exploitation qui sont supportés par Microsoft, aussi bien des environnements Linux que des environnements Windows. Et puis, par exemple, donc après, on peut personnaliser tel qu'on le veut en fonction de l'environnement. Là, j'ai sélectionné typiquement des ressources qui font que par rapport à ce qui m'est alloué, je suis en train de dépasser mon quota. Donc, je ne peux pas surconsommer par rapport à ce qui m'est autorisé. Donc, je vais déployer moins de machines. Donc, on ne va pas en déployer 3, on va venir en déployer une. Comme ça, je suis sûr de pouvoir la déployer. Et là, c'est repassé automatiquement au gris, c'est-à-dire que je vais pouvoir la déployer. Donc, derrière, j'ai la possibilité éventuellement de venir rajouter des ressources, c'est-à-dire des disques particuliers, définir des tailles, et puis venir définir où est-ce que je vais déployer mon environnement. On parlait nécessairement de cloud et de mutualisation des ressources. L'objectif, c'est en fonction des ressources à déployer, de pouvoir les déployer aussi bien dans le data center de Paris que si j'ai un data center à Lyon ou un data center à Toulouse,
de pouvoir définir sur quel type de ressources, et derrière, pour chaque type de ressources, j'ai éventuellement des serveurs avec une disponibilité plus forte et des performances meilleures que d'autres serveurs. Donc derrière, ça sera un coût qui sera associé à ces différents environnements. Le réseau sur lequel je souhaite éventuellement déployer ces environnements. Et puis derrière, éventuellement, des notions de VLAN. Une fois que j'ai complété ce type de formulaire, c'est de pouvoir directement soumettre ma requête et éventuellement une demande d'approbation. Et derrière, faire en sorte que un quart d'heure après, une demi-heure après, ma machine virtuelle est disponible et je peux directement l'utiliser. On a l'impression que... hier, j'étais encore à un séminaire où on parlait, la plus grosse problématique des clients aujourd'hui, c'est la mise à disposition de machines. Cette mise à disposition de machines, bien qu'en étant conscience que la virtualisation existe et que finalement, en quelques dizaines de minutes, on peut déployer des machines virtuelles, le nombre de clients aujourd'hui qui commencent à mettre en place de la virtualisation et qui ont réduit énormément le temps de mise à disposition de ces machines, qui était de plusieurs semaines à quelques heures, voire quelques jours, c'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, c'est la principale demande de nos différents clients autour justement de la virtualisation et de la mise à disposition du cloud. Et ce que l'on voit, je dirais, au travers de ce service, c'est que l'on a non seulement géré l'OS, donc toute la partie serveur, mais on gère également la partie stockage, où est-ce que je vais stocker cette machine, et je gère également la partie réseau. Donc ça veut dire que déjà en termes de processus, je viens gérer tous les sous-systèmes directement à partir de cette interface. Et lorsque je vais déployer ma machine, je n'ai pas besoin d'aller demander à l'administrateur réseau de me fournir une adresse IP, de me connecter automatiquement sur un port du switch. L'objectif, c'est que toutes ces opérations se fassent de façon totalement automatisée à partir du formulaire qui a été rempli, à partir de sa soumission, de sa validation. Et derrière, j'ai un certain nombre de processus qui vont venir réaliser ces différentes opérations au niveau des différents équipements réseau et des différents équipements physiques qui existent au niveau de mon data center. Toutes ces informations qui sont présentes au niveau de ces menus sont des informations qui ont été mises à disposition de l'utilisateur en fonction des demandes qu'il a faites. Donc si aujourd'hui, un utilisateur, moi en tant qu'utilisateur, je me suis connecté, j'ai la possibilité de déployer ces 4 OS, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai demandé qu'on m'autorise de mettre à disposition, d'avoir cette liste de 4 OS. Lorsque je choisis mon réseau public, c'est parce qu'à un moment donné, l'administrateur m'a autorisé, moi en tant que Fabrice Meillon, membre du locataire démonstration, j'ai le droit de déployer sur le réseau public. Si j'avais par exemple un locataire DRH avec un réseau bien particulier sécurisé, lorsqu'il veut une ressource, là j'aurais mis réseau sécurisé, et puis c'est en fonction de l'accréditation de l'utilisateur et en fonction des ressources qu'il aura demandé, il se verra affecter telle ou telle ressource et il pourra les utiliser. Effectivement, on ne voit que ce que l'on a comme ressource. Si je veux associer de nouvelles ressources, par exemple dans la gestion des locataires, j'ai la possibilité de venir sur le service, alors je devais être sur le service DPE, gérer, la possibilité de faire des demandes de changement, et dans cette partie demande de changement, c'est là je vois éventuellement tous les domaines qui existent. Donc là, typiquement, j'avais un domaine qui était disponible, qui n'était pas assigné, moi, en tant que locataire démonstration. Je vois différents VLAN, je pourrais très bien en rajouter d'autres et demander à ce qu'on m'autorise à déployer sur ces VLAN. Et de la même façon, j'ai un certain nombre de machines virtuelles. Je pourrais venir rajouter des machines virtuelles au niveau de mon catalogue. C'est moi qui vais demander la soumission de cette requête et qui vais la voir validée ou non par un administrateur. Donc, je gère mon catalogue de services et je retrouve mon catalogue de services toujours au travers de cette interface et toujours au travers de ce moyen de communication entre l'utilisateur du cloud et le fournisseur de cloud. L'objectif, au travers de cette solution, c'est derrière l'administrateur, lui, il a juste éventuellement la possibilité et le devoir de valider. Toutes les opérations qui sont faites derrière au niveau de cette solution, tout a été scripté et tout est géré au travers d'un orchestrateur. Donc il n'y a plus aucune opération. Enfin, derrière, sur la création de la machine virtuelle, l'administrateur n'a pas d'opération. Derrière, c'est un processus qui est totalement automatisé. Alors, il y a tout un
travail de préparation, effectivement. Ce travail de préparation, aujourd'hui, DCS est une offre qui est délivrée par Microsoft Services. Donc, on va le voir à ce niveau-là. Donc, justement, qu'est-ce que tout ce travail-là, les entités services chez Microsoft ont développé une offre de service et une solution qui vous propose, clé en main, la mise en place de cette infrastructure. Microsoft fournit des produits. Ces produits d'administration, des produits qui vont me permettre de faire de l'orchestration, d'administrer des machines virtuelles, de superviser des machines virtuelles. Derrière, il y a un besoin de mettre tout ça en fonctionnement et il y a un besoin de créer un certain nombre d'éléments qui sont importants au niveau d'une solution de cloud privé. C'est un portail. Donc le portail là qu'on a vu, c'est un exemple de portail qui est développé à partir d'une solution qui s'appelle le DDTKH. C'est des workflows. Des workflows, ce sont des processus qui nécessitent de l'automatisation. C'est une CMDB où je vais retrouver l'ensemble des informations et où je vais gérer éventuellement mes demandes de changement, etc. Et puis derrière, c'est une installation complète de la plateforme. Aujourd'hui, au travers de cette offre, lorsque les clients qui ont choisi de partir sous cette offre de service, c'est un accompagnement qui est proposé par Microsoft Services pour pouvoir déployer justement cette offre de service et l'ensemble des évolutions en fonction de l'existant du client. Pour ceux qui ne souhaitent pas être accompagnés, c'est de prendre l'ensemble des produits de base et de développer eux-mêmes ce qu'il faut. Donc de développer le workflow. Il est certain que lorsqu'on en a un qui est tout fait, c'est beaucoup plus simple que de devoir le développer soi-même. Mais tout est faisable. Vous formez des administrateurs système. L'objectif, c'est justement, là, on a vu ce que c'était la solution clé en main. Dans la suite, on va voir toutes les étapes que je dois réaliser pour finalement arriver à ce type de solution clé en main. Sachant que derrière, il y a quand même, là, il y a à peu près 18 mois de travail fait par les équipes Microsoft Consulting Services pour pouvoir arriver à fournir et à délivrer aujourd'hui cette solution chez nos différents clients. Donc il y a eu tout un travail intellectuel et tout un travail de développement qui a été fait. En fait, pour être tout à fait clair, un cloud privé ne va s'adresser qu'à des grosses entreprises, déjà. On comprend que dès qu'on veut commencer à mutualiser, faire des gains, des économies d'échelle en termes de nombre d'administrateurs, d'automatisation, etc., ça n'intéresse pas une PME ou une TPE qui a 10 serveurs. Là, ça commence à devenir intéressant quand on commence à avoir des centaines de serveurs. Ensuite, effectivement, je ne sais pas ce que pourront vous raconter d'autres acteurs du marché, mais un cloud privé, ça ne se monte pas en 15 jours. C'est parce que derrière, en fait, au-delà de la partie technique, qui est déjà assez complexe en tant que telle, il y a toute la partie humaine et la partie processus à mettre en œuvre. Et effectivement, on a toujours tendance un peu, et même quand on est étudiant, c'est la première chose, on est intéressé par la technique et le reste, on s'en fout. Dans la vraie vie, il y a la technique, il y a tous les processus qui sont écrits sur papier, normalement quand c'est bien fait, ou en format électronique. Et puis, il y a effectivement le fait que les gens soient formés à bien utiliser ces processus et à les suivre, et à connaître la technique. Donc effectivement, là, dans la suite de l'agenda, on a, entre guillemets, redétaillé les différentes étapes que nous, on estime pour passer d'un data center à un centre de service, sachant qu'on sait que ce genre de choses va se faire sur les prochaines années. Et quand je dis prochaines années, c'est vraiment les prochaines années. C'est-à-dire qu'on va peut-être voir des clouds privés complètement opérationnels et nickel, mais peut-être dans 5 ans. Et on va commencer, effectivement, les briques sont en train d'être posées par certains clients aujourd'hui, mais la majorité des clients en France, même à l'étranger aujourd'hui, n'ont pas encore toute la maturité pour pouvoir mettre en œuvre un cloud privé en 6 mois. Il faut être clair là-dessus. Voilà. Donc comment on transforme un data center en cloud privé ? La base sur laquelle on part, nous, c'est d'avoir déjà une offre de virtualisation, donc déjà être à l'aise avec les solutions de virtualisation, d'être à l'aise avec les outils d'administration qui permettent donc la supervision, la remontée d'informations, voire l'orchestration. On va voir. Et à cela, en fait, pour transformer ce data center en cloud privé, on va rajouter une automatisation forte. Donc une automatisation forte, ça veut dire être capable effectivement de scripter pas mal d'opérations, d'enchaîner des opérations au travers de différents mécanismes qu'on appelle effectivement de l'orchestration. Donc c'est là finalement où l'informaticien prend de la valeur. C'est lui qui va créer ses workflows, c'est lui qui va faire les scripts, etc. Le but étant qu'il fait intellectuellement cette tâche pour ne pas avoir à faire des tâches répétitives tous les jours. Basiquement, c'est ça. La notion d'élasticité, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est être capable effectivement à la demande, avec les outils qu'il va y avoir, de pouvoir rajouter
quand il y a besoin de monter en charge un serveur rapidement, et effectivement de l'enlever quand il n'y en aura plus besoin. De fournir un catalogue auprès des utilisateurs, on va dire finaux ou métiers de services et d'applications. Et puis après, éventuellement, je dis éventuellement, affecter derrière de la facturation à l'usage, donc il est capable de surveiller et de refacturer tout ça. Donc la démarche globale qu'on a montée avec Fabrice, mais enfin, je veux dire, on s'appuyait sur plein de documents sur le sujet, mais on l'a résumé nous quelque part en 5 gros points. C'est de partir déjà, étape numéro 1, c'est de standardiser, de mutualiser une infrastructure matérielle qui soit évolutive. Donc éviter d'avoir déjà une infrastructure qui soit très hétérogène. Dire si chaque fois que j'ai un nouveau serveur, c'est un nouveau modèle de serveur d'une marque différente, on est d'accord qu'on démultiplie les images, on démultiplie la gestion, on démultiplie la gestion des mises à jour des firmware, des machins, etc. Donc essayer de partir sur la base la plus standard possible, sachant que si on se calque par rapport aux grands acteurs de cloud public, ils achètent leurs serveurs par dizaines, voire centaines, voire milliers, et du coup, ils ont des salles qui sont complètes avec les mêmes modèles de machines, ce qui est beaucoup plus simple en cas de remplacement d'un modèle par un autre, ce qui est plus simple parce que vous faites une image, vous passez du temps à préparer un beau master pour un serveur, et du coup, il marche sur des centaines de serveurs, plutôt que 2 ou 3 serveurs, etc. La deuxième étape, c'est plus on a une infrastructure qui est entre guillemets homogène, ensuite on adopte de manière plus généralisée la partie virtualisation. Et là, du coup, on finit de faire l'abstraction par rapport au matériel. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ait un HP ou un Dell, la machine virtuelle s'en moque quelque part derrière. Ensuite, c'est d'essayer au maximum d'avoir une plateforme d'administration qui soit unifiée. Si on commence à avoir effectivement une plateforme où on a 10 000 outils d'administration, c'est-à-dire l'outil d'administration pour les serveurs Dell, l'outil d'administration pour les serveurs HP, l'outil d'administration pour tel logiciel et tel autre, et tel autre, et tel autre, plus on démultiplie le nombre de références et de matériel, plus déjà les équipes doivent être formées, plus elles doivent être nombreuses parce que personne ne connaît tous les outils. Je pense que nous, on est les premiers à ne pas connaître tous nos outils. Donc l'idée, c'est d'avoir au maximum de centraliser l'ensemble de la gestion de la plateforme au travers d'outils qui soient les mêmes. Donc si possible, d'avoir un outil qui permette de gérer à la fois le réseau, les serveurs matériels, mais également les serveurs logiciels, voire les applications. Ensuite, là, on va passer dans la phase qui est plus touchy, entre guillemets, qui est d'orienter finalement l'informatique côté service et d'orchestrer les processus. Donc là, on rentre réellement dans l'automatisation avancée, c'est-à-dire qu'une orchestration va aller au-delà de séquencer un certain nombre de tâches. C'est-à-dire que dans une orchestration, on peut avoir des fourches à des moments et dire en fonction de tel résultat de telle opération, je vais aller à droite ou je vais aller à gauche en fonction de mes processus et mes actes. La création de... on va le voir tout à l'heure, mais l'organisation et la création de workflow, c'est un vrai métier. Il y a une vraie valeur ajoutée derrière à dire, quand je veux créer un nouveau serveur, je vais passer par tel nombre d'étapes, et en fonction des résultats de l'étape précédente, je vais vers telle branche. C'est un vrai travail derrière de réflexion, et après technique aussi, parce qu'il va falloir créer tous les scripts, etc. etc. Et cinquième élément, dernière partie, la création effectivement du portail libre service, le choix du catalogue qui va être proposé aux entités ou aux utilisateurs du cloud privé, et puis après la partie refacturation d'usage. Voilà. Donc on a découpé le tout finalement, donc ces 5 étapes, on les a divisées en fait en 2 phases. La première phase va intégrer donc ces 3 premiers éléments: la standardisation, la mutualisation, l'adoption de la virtualisation et la plateforme unifiée. Donc on a baptisé cette phase virtualisation, administration des infrastructures et applications. Alors comment ça se passe aujourd'hui au niveau du data center? Dans mon data center traditionnel, j'ai des serveurs, j'ai du stockage, j'ai du réseau, j'ai des utilisateurs. Ces utilisateurs, ils sont directement les utilisateurs des applications. Ces applications, elles ont été soit directement installées sur du matériel physique, soit elles ont été installées par l'administrateur ou le responsable applicatif dans des machines virtuelles. Par contre, l'utilisateur, lui, il utilise l'application sans nécessairement savoir dans quel environnement ça a été installé. Et je dirais, à aucun moment n'a été l'initiateur du déploiement de l'application dans cet environnement traditionnel. Utilisateur ou responsable métier. Le data center virtualisé, l'objectif a été avant tout une diminution des coûts matériels par la consolidation de serveurs et faire en sorte que les utilisateurs aient la possibilité, de façon beaucoup plus rapide, de demander l'affectation de ressources dans le cadre de projets, dans le cadre d'évolution éventuellement des applications qui existent, et de faire en sorte que, via l'administrateur des solutions de virtualisation dans le data center, ils aient la possibilité de faire la demande
de la création ou de la mise à disposition d'une machine virtuelle, éventuellement d'une application au-dessus. Cet administrateur vérifie la validité de la demande en question, utilise les outils d'administration qui sont à sa disposition, que ce soit les vCenter, que ce soit Virtual Machine Manager, etc., quelles que soient les solutions de virtualisation, et lui-même, souvent manuellement, à partir de cette interface d'administration, est venu créer et mettre à disposition la machine virtuelle, configurer les droits d'accès à la machine virtuelle et ensuite renvoie un message à l'utilisateur en disant voilà, tu as ton environnement, mais déjà par rapport à un data center traditionnel où j'avais besoin de provisionner un serveur physique, où j'avais des ressources qui étaient relativement limitées, on est rentré dans un cas où aujourd'hui, dans le data center virtualisé, je sais que j'ai des ressources disponibles, je fais évoluer mes ressources en fonction de mes besoins et je suis capable, en fonction des demandes, de fournir des machines virtuelles, mais toujours en contrôlant ce qui est fait et à quel moment ça a été fourni. Cette mutualisation des ressources, on la retrouve aujourd'hui dans les entreprises. 70% des budgets informatiques dans l'entreprise est consommé à maintenir l'existant et à gérer le cycle de vie des applications qui sont déployées. Ce qui fait que uniquement 30% du budget informatique est disponible aujourd'hui pour apporter de la valeur et pour faire évoluer éventuellement les applications en fonction des besoins des métiers. C'est quelque chose qui est énorme et c'est considéré par les entités métiers comme un frein très important aujourd'hui à l'agilité et à l'évolution des applications et de l'outil de travail. L'objectif de la mutualisation, alors pourquoi on a aujourd'hui 70% du budget finalement qui est consommé dans les entreprises? Les entités qui ont à gérer le parc informatique, à gérer l'infrastructure, à gérer le matériel, à gérer la virtualisation, le système d'exploitation, la plateforme, les applications, éventuellement les prestations de services. Et finalement, cette gestion de tous ces différents points, on les retrouve dans chaque entité métier. Vous prenez une grande entreprise aujourd'hui, prenez une banque, il y a des entités banque de détail, il y a des entités salle de marché, il y a d'autres entités éventuellement, et chaque entité a sa propre division informatique qui gère à la fois les applications pour l'entité en question, mais qui gère également l'ensemble des matériels sur lesquels ces applications sont déployées. L'idée de la mutualisation des ressources, c'est de pouvoir disposer d'un service d'infrastructure qui soit en charge d'un certain nombre de briques technologiques qui finalement n'ont aucune valeur ajoutée pour le métier en tant que tel de la division ou de l'entreprise. Et de faire en sorte que ces ressources puissent être partagées par l'ensemble des métiers sous la forme d'un service d'infrastructure qui, lui, va se charger de toute la gestion du matériel, du réseau, du stockage, éventuellement de la couche de virtualisation, et qui va mettre à disposition des machines virtuelles sur lesquelles les différentes divisions informatiques dans les divisions métiers déploieront leurs applications pour pouvoir les fournir, bien sûr, aux utilisateurs. Derrière, le fait de pouvoir justement regrouper l'ensemble de ces éléments dans une même structure, de facto, va nécessairement réduire un certain nombre de coûts. Globalement, ça ne va pas réduire, ça va réduire globalement le coût total. Par contre, le coût intrinsèque va rester le même pour chaque entité. Par contre, je vais utiliser beaucoup moins au final d'argent pour mes opérations de support et d'opération, puisque j'ai mutualisé l'ensemble des opérations au niveau d'une seule structure, et je vais avoir, a priori, plus de ressources disponibles dans chaque entité pour pouvoir développer l'outil informatique et pour pouvoir développer les fonctionnalités et les services autour justement des besoins informatiques. Donc si on découpe finalement les composants d'un cloud privé, on part du niveau le plus bas de la slide qui est vraiment l'infrastructure, le matériel, jusqu'à arriver au niveau le plus haut qui va être le niveau applicatif. Globalement, dans une infrastructure de type IaaS, infrastructure as a service, on va retrouver ces différents éléments qui vont constituer finalement le cloud. Donc on va avoir les composants matériels, c'est-à-dire que dans tout système, on a effectivement des serveurs, de la puissance, on va dire, du réseau, du stockage. Par-dessus ça, on va faire une couche d'abstraction qui sera la couche de virtualisation. Donc, virtualisation des machines, mais on l'a vu tout à l'heure, virtualisation également des réseaux, c'est tout à fait possible. On va bien entendu avoir derrière une couche d'automatisation pour l'ensemble des opérations.
Dans tous les cas, on a besoin derrière de gérer toutes les identités des différents utilisateurs, différents constituants de la plateforme, et puis de gérer également les accès aux différentes ressources. Pas parce qu'on a une plateforme qui est fortement mutualisée que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Donc derrière, il y aura forcément du boulot là-dessus. Bien entendu, derrière, il va falloir des outils pour administrer de manière adéquate cette plateforme fortement mutualisée, et également la superviser. Là encore, quand on parle de fourniture de services à des utilisateurs, on va donc mesurer la qualité de service, et donc il faut avoir les outils pour ça. Et puis pour aller au-delà de la simple entre guillemets, automatisation séquentielle, on va aller beaucoup plus loin avec l'orchestration, dont le but effectivement de gérer des workflows le plus automatisé possible, mais qui peuvent être soumis à validation. On peut avoir un workflow qui s'arrête à un instant T, parce que on va dire un décideur doit valider ou pas le budget attribué ou l'affectation de ressources à un instant T. Et puis on terminera effectivement avec la partie libre service et gestion du changement. Donc ça, on est vraiment sur le IaaS. On pourrait tout à fait continuer le cloud et partir de cette base-là d'entreprise et dire et si je crée dans mon entreprise ou dans mon organisation ou dans mon administration une plateforme as a service ou une solution de software as a service, on peut l'imaginer également. Rien ne vous empêche d'imaginer de monter par-dessus ça, après, derrière, des couches complémentaires qui permettront, par exemple, de dire moi, je revends à l'ensemble de mes entités un service, par exemple, de mail, où les entités n'ont plus qu'à aller à payer, par exemple, à la boîte aux lettres et se servent eux-mêmes pour créer leur nouvelle boîte aux lettres. Ça, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, dans l'état de maturité des systèmes d'information, on est déjà en train, c'est toujours pareil, on fait d'abord les bases, les fondements d'un bâtiment, et après on voit les murs, le toit et les finitions. Donc on va dire que le SaaS et le PaaS en pur cloud privé, ce sera plus tard. Aujourd'hui, on est plutôt sur les fondations que sont le IaaS. Donc, on est sur la phase 1. Et la phase 1, ici, on va reprendre ces différentes couches. Donc, réseau, serveur et stockage, on ne va pas réexpliquer ça. La virtualisation, on en a parlé ce matin dans la partie Windows Server 2012. Donc, on va la passer parce que globalement, c'est ces bases-là qu'on va utiliser. On n'a pas d'autres produits pour faire la virtualisation. On va passer peut-être dans les couches un peu plus élevées. Alors, un aspect important, alors ce qu'on nous demande souvent, c'est je souhaite construire et mettre en place ce cloud privé. Quelle est l'architecture de référence que je dois utiliser? Donc pour répondre à cette question, en fait, Microsoft a travaillé sur une architecture de référence et on a essayé de proposer aujourd'hui cette architecture de référence à la fois au niveau des offres de services de l'entité conseil, mais également sur l'ensemble des publications que l'on peut retrouver sur le site web Microsoft. Donc l'idée de l'architecture de référence, bien sûr, lorsqu'on va parler d'un cloud privé de type IaaS, c'est d'avoir une infrastructure qui me permette de pouvoir héberger des machines virtuelles. Donc héberger des machines virtuelles, ça veut dire d'avoir à un moment donné des serveurs qui vont être capables d'héberger des machines virtuelles. Donc on va parler d'unités de traitement. Ces unités de traitement, j'ai besoin de les administrer, j'ai besoin de les gérer et j'ai besoin de pouvoir déployer donc dessus des machines virtuelles avec derrière l'idée de pouvoir assurer une certaine disponibilité des machines virtuelles. Dès qu'on est dans un mode fournisseur de services, consommateur de services, ce que veut le consommateur de services, c'est assurer la disponibilité de la machine virtuelle. Donc de base, dans l'infrastructure et dans l'architecture de référence aujourd'hui, c'est de dire que mes serveurs Hyper-V qui vont héberger mes machines virtuelles, je les mets en cluster. Donc aujourd'hui, c'est des architectures qui peuvent monter jusqu'à 16 clusters, 16 nœuds par cluster, et qui peuvent héberger jusqu'à 1000 machines virtuelles. Dans l'architecture de référence, l'idée, c'est de dire, ces machines virtuelles, je vais venir les stocker sur ce qu'on appelle des volumes partagés de clusters. Ces volumes partagés de clusters me permettent d'avoir différentes machines virtuelles sur le même volume et faire en sorte que ces différents nœuds de clusters puissent accéder à ces différents environnements. Architecture de référence, ça veut dire aussi avoir des équipements réseau qui me permettent d'interconnecter l'ensemble de ces nœuds de clusters avec, comme on l'a vu ce matin, les réseaux de communication intercluster, les réseaux d'accès au stockage, soit en ISCSI, soit en SCSI direct en Fiber Channel, ou SaaS, comme on veut, et puis d'avoir à côté de ça un deuxième élément de cette infrastructure qui est, c'est très bien, j'ai mon infrastructure de gestion de mes différentes machines virtuelles. Par contre, j'ai besoin également d'une infrastructure de gestion de mon environnement cloud privé. Et l'idée, c'est de dire que cette infrastructure de gestion, je dois assurer une certaine disponibilité, puisque si je n'ai pas l'infrastructure de gestion, c'est pas compliqué. Si mon portail n'est pas là, je ne peux pas déployer. Si mon orchestrateur n'est pas là, je ne peux pas déployer. Si mes outils de gestion de mes machines virtuelles sont indisponibles, je ne peux pas déployer de nouvelles machines virtuelles. Donc l'idée, c'est que tous les outils
et de la plateforme d'administration, on va les déployer dans des environnements virtuels. Donc on va avoir un cluster de management qui va être formé de 2 serveurs physiques qui vont héberger l'ensemble des machines virtuelles qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme. L'avantage, c'est de dire qu'on va, de la même façon qu'on dit aujourd'hui à notre client utilisateur de la virtualisation, je te mets à disposition une machine virtuelle parce que c'est plus simple à déployer, parce que c'est totalement agnostique au niveau du matériel, parce que je sais assurer une certaine disponibilité en faisant basculer la machine virtuelle d'un serveur à un autre, je vais utiliser les mêmes concepts et je vais comment dire, merde, je sais plus le terme, m'aide pas. Je vais utiliser les mêmes concepts, je vais faire moi ces concepts et je vais venir déployer l'ensemble, je vais retrouver le terme, je vais venir installer l'ensemble de ces briques technologiques sur des machines virtuelles que je vais venir installer sur mon cluster d'administration. Donc cette architecture, en fait, Microsoft les a proposées dans un cadre qui s'appelle Fast Track, Microsoft Private Cloud Fast Track. L'idée, c'est d'avoir effectivement une architecture logicielle qui soit supportée par Microsoft, mais également d'avoir des partenaires serveurs, réseau et stockage qui valident cette infrastructure et qui sont en mesure de pouvoir déployer leur plateforme et déployer des solutions sur le même type de plateforme. Donc aujourd'hui, on a du Dell, on a du HP, on a d'IBM, on a du Cisco, on a du NetApp. C'est bon. Donc ce type de schéma, les documents associés, vous faites une recherche Microsoft Private Cloud Fast Track sur votre moteur de recherche préféré, qui doit être Bing. Et donc vous retomberez sur les documents de téléchargement sur microsoft.com. Donc côté automatisation, là les mécanismes, en termes de scripting, aujourd'hui ce qu'on pousse très très fortement, très beaucoup fortement, c'est PowerShell. Il est nécessaire que toute personne qui fasse de l'administration d'instant T sur du Windows aujourd'hui connaisse PowerShell. Tellement parce que toutes les commandes du système d'exploitation dans le prochain Windows seront toutes disponibles en PowerShell, que tous les produits qui sortent aujourd'hui sont administrables en PowerShell. Donc au final, si on veut vraiment faire du scripting et de l'automatisation, c'est PowerShell. Il faut abandonner tout ce qui est vieux, VBScript, machin, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment PowerShell qu'il faut faire. Pour la partie automatisation, on pourra également s'appuyer sur les web services. Donc WSMan, et puis sur tout ce qui est WMI qu'on peut adresser là encore via PowerShell ou via des scripts VB ou autre. Mais bon, privilégier PowerShell. Donc PowerShell est généralisé, ça je viens de le dire, et typiquement pour la partie Hyper-V, c'est une des nouveautés de 2012, c'est que tout Hyper-V est pilotable entièrement en PowerShell. De PowerShell, là ce serait plutôt la 3 en fait, en l'occurrence. Dans 2012, ce serait la 3, aujourd'hui on est à la 2, on va dire. Voilà. Si on a une 3, il n'y a rien de définitif. Non. Enfin, là, actuellement, on est dans Windows Server 2012 qui est actuellement en bêta. Donc, par définition, le PowerShell est en bêta parce que l'OS est en bêta. Mais voilà, donc PowerShell 2, c'est Windows Server 2008 R2, Windows 7. Et puis PowerShell 3, c'est la nouvelle version de Windows. Concernant les identités d'accès, là, on ne réinvente pas la poudre. Hein, je veux dire, dans un cloud privé. On va réutiliser les mécanismes qui existent depuis, pas 10 ans pour tous, mais 10 ans plus de 10 ans pour Active Directory. Donc on réutilise des choses qui aujourd'hui ont fait largement leur preuve, qui sont les squelettes des infra Windows, donc Active Directory. Comment on va utiliser de plus en plus de services, de composants divers et variés, distribués. La meilleure façon d'authentifier des services, des utilisateurs, des machines ou autres, c'est les certificats. Donc des certificats numériques, on va en avoir de plus en plus. Donc le service de certificat dans Windows s'appelle Active Directory Certificate Services. Donc tout est de base dans le système d'exploitation, c'est vendu avec le produit. Donc pour gérer tout ce qui est certificat numérique, qu'il soit utilisateur, machine ou autre, c'est ADCS. Et puis dès qu'on va commencer à parler d'hybridation et donc de combinaison entre du cloud privé et du cloud public, ou autoriser des accès à des ressources privées par le public via Internet, on va dire via l'extérieur de l'entreprise, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les services de fédération. Pour faire une petite image, une analogie, on va dire que la fédération d'identité, ça correspond un petit peu à une échelle plus importante, mais à l'approbation entre domaines. Vous avez des domaines de ressources, des domaines de comptes. Les ressources approuvent les comptes. Donc, du coup, les ressources, on peut donner accès à des ressources dans le domaine A
à des utilisateurs d'un domaine B, pour peu qu'il y ait approbation, et ben, la fédération, c'est ça, mais on va dire à une échelle un peu plus grande. Ça vous permet de fédérer, par exemple, de dire je suis un constructeur automobile, et puis j'autorise l'accès à certaines de mes applications à des personnes faisant partie d'un constructeur de pièces automobiles. Donc je fais une fédération avec cette entreprise et j'autorise les personnes qui sont identifiées dans l'Active Directory du fournisseur de pièces à venir, moi, sur mes ressources, de moi constructeur. Voilà. Donc la fédération d'identité, c'est ce qui va vraiment permettre d'interconnecter différents systèmes qui sont vraiment séparés en termes d'entité. Une fois que j'ai mis en place mon socle physique, c'est-à-dire l'ensemble des outils, l'annuaire pour pouvoir gérer les différentes approbations, éventuellement les approbations inter-entreprises, mon besoin, c'est de pouvoir disposer de l'ensemble des outils d'administration qui vont me permettre de pouvoir opérer mon data center. Opérer mon data center, ça veut dire pouvoir gérer mes machines virtuelles, donc déployer des machines virtuelles. Ça veut dire pouvoir superviser l'ensemble des composants de mon data center, machines, applications, stockage, réseau. Ça veut dire éventuellement pouvoir gérer la conformité des différentes plateformes qui ont été déployées. Et puis, ça veut dire pouvoir également sauvegarder l'ensemble des différents environnements. Donc, on va retrouver ça sur toute une gamme de produits. Donc, la gamme de produits des solutions d'administration aujourd'hui, c'est System Center. Il y a plusieurs produits, mais il n'y a plus qu'une seule gamme de produits. Ça s'appelle System Center 2012. Et que vous en utilisiez un ou que vous les utilisiez tous, vous les payez tous. Donc, c'est plus qu'une seule licence pour tous les produits. Donc, c'est une licence en fonction des serveurs qui sont administrés. Donc, il n'y a pas de coût licence au niveau des serveurs d'administration en tant que tel. Vous administrez un serveur de virtualisation qui héberge 50 machines virtuelles. Vous achetez une licence data center et ça vous supervise le serveur Hyper-V et l'ensemble des machines virtuelles qui sont dessus. Donc, ça va me permettre de gérer mes infrastructures de virtualisation, serveurs, stockage et réseau. Ça va me permettre de pouvoir créer justement des modèles de services et de machines virtuelles, et surtout, dans cette notion de cloud et dans cette volonté de pouvoir mutualiser les ressources, ça va me permettre de pouvoir créer des notions de subdivision de l'ensemble de mes ressources. Puisqu'on a bien vu qu'avec cette notion de cloud, je venais mutualiser l'ensemble des ressources. Une fois que j'ai mutualisé mes ressources, il faut bien que j'autorise à tel ou tel administrateur éventuellement de pouvoir déployer des machines virtuelles, mais en lui donnant toujours une cible, déployer des machines virtuelles éventuellement sur tel serveur, en consommant telle ressource, et éventuellement avec telle spécificité au niveau du réseau ou au niveau du stockage. Donc je vais venir recréer des subdivisions de ressources et je vais affecter des administrateurs à ces différentes ressources. Donc, dans la nouvelle version de System Center Virtual Machine Manager, qu'est-ce qu'on a fait évoluer? Pas mal de petites choses. Désormais, on est capable de gérer avec la solution différents hyperviseurs du marché. Donc, en gros, les 3 hyperviseurs qu'on trouve majoritairement, c'est-à-dire un VMware, 2 Hyper-V et 3 Xen Server. Donc, depuis une même console, on va pouvoir gérer différents hyperviseurs. On va pouvoir mettre en haute disponibilité, donc en cluster, le service VMM, donc ce logiciel d'administration. On a du PowerShell à un maximum parce que là encore, on veut pouvoir automatiser un maximum. On va pouvoir gérer également les ressources matérielles, c'est nouveau. Donc dans ce qu'on appelle la fabrique ou l'infrastructure, on va pouvoir en fait piloter le stockage depuis System Center Virtual Machine Manager. On va pouvoir également gérer et créer les différents sous-réseaux logiques dans SCVMM. Tout à l'heure, je vous parlais d'Hyper-V Network Virtualization ce matin, qui était donc la virtualisation de réseaux sur un même réseau physique. C'est grâce à SCVMM qu'on va pouvoir le configurer. On va pouvoir gérer tout ce qui est stockage avec les protocoles standards, SMIS. Et puis également faire ce qu'on appelle du bare metal provisioning, c'est-à-dire partir d'une machine physique qui est vierge et lui déployer automatiquement en fait un hyperviseur, c'est-à-dire à la demande, dire j'ai besoin d'un nouvel hyperviseur pour avoir plus de puissance. On cible la machine et automatiquement on a un processus qui va installer en fait un système avec l'Hyper-V, l'intégrer dans SCVMM pour ajouter de la puissance. Donc on est vraiment sur de l'ajout à chaud. Donc pour cela en fait on va piloter les cartes d'administration des différents serveurs avec les différents protocoles, Smash, IPMI, etc. Oui. Alors, SCVMM, en fait, vous l'installez sur un serveur Windows 2008 R2, si possible. Et puis, il n'est pas forcément installé sur Hyper-V. Sur Hyper-V, ce qu'on va avoir, c'est un agent qui est installé. Donc, un agent qui sera configuré différemment si la machine est dans le domaine ou pas dans le domaine. Et en gros, System Center peut être installé sur une machine virtuelle,
placé dans un endroit X ou Y, on s'en moque à la limite. Et ensuite, les différents agents parleront en fait au serveur, tout simplement. Ce qui a été amélioré également, c'est toute la partie gestion des mises à jour. Donc gestion des mises à jour, typiquement des clusters. Vas-y, envoie. Si tu veux rajouter, tu complètes, tu dis. Donc on va pouvoir créer des clouds, ça fait partie des nouveautés. Donc les clouds seront un sous-ensemble en fait, de ressources. Vous allez dire, tiens, je crée le cloud ma subdivision, par exemple. Et puis là, on va lui affecter tant de quotas en termes de puissance, de machines, etc. Et après, on va déléguer des administrateurs à ce cloud. Et ces administrateurs auront une vue limitée, ils ne verront pas toute l'infrastructure. On ne va leur montrer qu'une certaine puissance. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Donc délégation de quotas, je viens de le dire, c'est le service. Et puis après, la notion de service, où au-delà de faire des modèles, de dire je déploie une machine virtuelle qui a telle caractéristique en termes de puissance et tel OS, on va pouvoir dire je vais déployer en fait une machine qui sera un serveur web, qui sera configuré de telle façon, ou un serveur SQL, ce qui nous permettra, on aura une capture d'écran à la fin de ce slide deck, où on montrera en fait justement ça. Mais les modèles de service, on pourra dire, là j'ai une infrastructure de type serveur web avec, mettons, 2 tiers, avec des serveurs web et du SQL. Et dire, voilà, j'ai besoin de plus de puissance sur les serveurs web, rajoute-moi des serveurs web. Et automatiquement, ça réinstallera une nouvelle machine virtuelle avec les composants web qui sera configurée pour aller s'injecter dans la ferme. Deuxième élément indispensable lorsque je vais vouloir déployer un cloud, c'est de pouvoir superviser l'ensemble des couches techniques qui constituent mon data center, c'est-à-dire de fournir une supervision de bout en bout sur l'ensemble des éléments, et notamment une supervision applicative, pouvoir disposer d'une certaine intelligence de supervision, puisque quand on demande « je dois superviser quoi ?» tout le monde nous regarde en disant « mais c'est quoi que je dois superviser? Qu'est-ce qui est important sur un serveur de messagerie? Qu'est-ce qui est important sur un équipement de routage? Qu'est-ce qui est important sur une baie de stockage ?» Donc, qui mieux que l'éditeur de la solution ou le fabricant du matériel est capable de répondre à cette question? Donc, l'objectif, c'est de leur laisser nous fournir ces informations au travers de ce qu'on appelle des management packs et de venir les intégrer tout simplement à l'outil de supervision pour être capable de remonter un certain nombre d'indicateurs. Pouvoir disposer bien sûr d'éléments de reporting et derrière ces éléments de reporting, pouvoir fournir des tableaux de bord à la fois aux consommateurs du service et également à l'ensemble des dirigeants de l'entreprise pour leur montrer le bon fonctionnement du système, combien de VM ont été déployés par l'outil de libre service, quel a été le niveau de service qui a été atteint, combien de pannes, quelles ont été les pannes, quelles ont été les durées d'indisponibilité. Toutes ces informations sont des informations qui sont importantes à un responsable informatique pour justifier l'ensemble de ses équipes, le coût et l'ensemble des travaux qui ont été menés. Donc, Operation Manager 2012, c'est un produit qui a 12 ans, puisque la première version est arrivée en 2000. Donc, évoluer un petit peu en termes d'infrastructure, avec une infrastructure qui est un petit peu plus simple, avec une notion de pool de serveurs d'administration, de supervision, si on veut. Donc, le principe, c'est quoi? J'ai un certain nombre de serveurs au niveau de mon data center. Je vais déployer un agent sur les différents serveurs que je veux superviser. Cet agent va détecter et va découvrir l'ensemble des ressources qui s'exécutent sur cette machine, que ce soit des ressources logicielles, des ressources matérielles, également sur des équipements réseau ou des équipements de stockage, et en fonction de ça, va déclencher un certain nombre de règles pour être alerté en fonction de problèmes, soit logiciels, soit matériels, soit de performance, et remonter ces informations à la console d'administration. Donc, autre élément important, c'est une supervision applicative, et lorsqu'on va parler de supervision applicative, toute la problématique, c'est dès qu'on demande à un développeur, lorsqu'il développe son application, d'instrumenter son application pour remonter des informations, soit des erreurs, soit des indicateurs de performance, le développeur il dit « mais tu as besoin de quoi ?» Moi, je voudrais que tu me remontes des informations de performance. Oui, mais si je te remonte ça, ça va avoir un impact sur mon application, elle va beaucoup moins fonctionner, donc moi, je ne veux rien faire. Donc l'idée, c'est d'avoir un module qui soit capable, sans venir modifier quoi que ce soit et sans aucune intrusion dans le code de l'application, être capable de remonter des compteurs de performance et remonter des informations sur le bon fonctionnement de l'application. Donc ça, en fait, c'est un produit qu'on a racheté par une société qui s'appelait Avicode, qui avait développé un module pour Operation Manager il y a 5-6 ans. On a racheté la société, on est venu réintégrer le module dans Operation Manager. Oui, il y avait une question.
La découverte réseau, donc la possibilité de pouvoir gérer directement des équipements réseau SNMP, V1, V2, V3 et pouvoir aller interroger ces équipements et remonter des informations de performance, de disponibilité, éventuellement la découverte complète au niveau du réseau. La visualisation et la création de tableaux de bord, donc un petit peu plus simple que ce qu'on pouvait faire dans la version précédente, puisque là, tout simplement, on va avoir des assistants de création sous la forme de widgets qui vont me permettre de définir la cartographie et le look and feel de mon rapport. Et j'ai tout simplement à venir uniquement faire du glisser-déplacer des éléments que je souhaite afficher et ensuite soit venir les intégrer directement dans un portail SharePoint, soit les mettre en accès au niveau de la vue console de Operation Manager. Et puis l'hétérogénéité, c'est de supporter un certain nombre d'environnements Unix et Linux, donc HPUX, IBM AX, SUSE, Red Hat, utiliser la notion de sudo pour l'élévation de privilèges, support des applications J2E, c'est-à-dire WebSphere, Tomcat, il y en a une troisième, je ne me rappelle plus. Utilisation d'un pool de ressources où je vais pouvoir définir pour chaque agent quel est le serveur avec qui il vient communiquer. Et puis, nouvelle plateforme, je ne sais plus ce que c'est. Sauvegarde au travers de Data Protection Manager. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, dans le data center virtualisé, sauvegarder à la fois l'ensemble des applications d'administration Active Directory qui sont, je dirais, l'épine dorsale de ma solution de cloud privé, mais également la possibilité de pouvoir sauvegarder l'ensemble des machines virtuelles. Lorsqu'on va être dans un mécanisme de fournisseur de services, l'objectif pour le fournisseur de services, le responsable du data center, c'est aussi de fournir des services à la carte. Sauvegarder des machines, avoir de l'archivage sur des machines, c'est quelque chose qui coûte relativement cher pour une entreprise en termes de stockage, en termes de solutions à mettre en place et qui souvent n'est pas utilisé. Donc l'idée, c'est de pouvoir éventuellement proposer en disant je mets à disposition un environnement virtualisé, je mets à disposition des outils de sauvegarde. Est-ce que tu souhaites adopter et t'abonner à la solution de sauvegarde? Voilà, ça coûte tant et je te garantis une sauvegarde tous les jours, une sauvegarde toutes les semaines, la possibilité de restauration, une sauvegarde sans interruption de service, une restauration en moins de tant d'heures de ton application, de ta machine virtuelle, etc. etc. Donc un certain nombre d'évolutions au niveau DPM, on ne va pas rentrer dans le détail, vous aurez les slides. Le produit reste le même. DPM sauvegarde très bien, mais il a le malheur de ne faire et de ne sauvegarder que les applications et les environnements Windows. C'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. Deuxième phase de transformation vers le cloud privé, c'est faire véritablement évoluer son centre de données vers un modèle de service, mettre le système d'information ou le service informatique déjà au service des métiers. C'est être capable de proposer, je dirais, un catalogue applicatif, un catalogue système en fonction des besoins des métiers. Donc déjà, ça veut dire aller discuter avec les métiers. Ça, pour certaines entreprises, c'est quelque chose de relativement compliqué, d'aller discuter avec les métiers, parce que déjà, ça ne parle pas le même langage. Et derrière, une fois que j'ai défini l'ensemble des services, j'ai défini l'ensemble des processus que je vais avoir à mettre en place, c'est de pouvoir les automatiser. Et puis, la deuxième étape, pouvoir créer justement ce portail libre-service qui va me permettre de mettre à disposition ces différents services pour les utilisateurs de l'entreprise. Tiens, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Comme toute transformation, la technologie n'est qu'un aspect, effectivement. Donc, identifier les objectifs avant de transformer en service, effectivement, il va falloir définir ce qu'on souhaite faire, en fait. Donc, c'est-à-dire changer peut-être le rapport entre la DSI et les utilisateurs, surtout si en plus vous prévoyez dans le futur de refacturer les utilisateurs, le changement de rapport va être forcément important. Donc, ça va forcément impacter de toute façon l'organisation, les process, les technos qui sont en dessous. Déjà, si vous commencez à mutualiser les ressources, ça veut peut-être dire qu'il peut y avoir des changements d'organisation au sein des équipes. Peut-être que chaque gars qui était spécialiste de l'infrastructure dans sa division va se regrouper dans une même entité qui serait une entité infrastructure, outiller un peu les opérations. Après, le suivi des niveaux de service implique qu'on va définir un niveau de service. Ok, je vais proposer entre guillemets un catalogue et des services à mes entités. Maintenant, si je les refacture, je vais leur garantir également derrière que ça va fonctionner avec un niveau de service donné qu'il va falloir que je définisse. Je ne peux pas dire ok, je vais assurer la disponibilité à 100% du temps. Ça, on sait que ça n'existe pas. Prenez n'importe quel fournisseur de service dans le cloud dit public.
tous les contrats intègrent un niveau de service qui est en général de 99,95 si je ne dis pas de bêtises. Donc on est sur deux ordres de quelques heures par an d'indisponibilité planifiée. Non planifiée. Donc, dernière chose, effectivement, définir le catalogue de services. On ne révolutionne pas tout d'un coup, donc on commence déjà à avoir quelques exemples de cas où c'est réellement exploitable. Donc, la caractéristique du centre de service, ça va être d'avoir cette approche de devenir un fournisseur, par contre de faire percevoir à l'utilisateur ou au consommateur une notion de capacité limitée, d'élasticité. C'est-à-dire quand vous allez, je sais pas, chez Amazon créer une nouvelle machine virtuelle, vous estimez que vous avez la puissance qui est libre derrière, il y aura toujours ce qu'il faut. Là, c'est pareil, même si on sait que de toute façon, techniquement, il y aura toujours des limitations derrière, on ne pourra pas tout donner en termes de puissance. Un consommateur d'entreprise, il va dire, là, j'ai besoin de monter une nouvelle plateforme. Pour lui, il doit avoir la perception que derrière, il y a ce qu'il faut pour pouvoir la soutenir. La perception d'une disponibilité garantie, effectivement, il va falloir mesurer le niveau de disponibilité parce que vous l'avez probablement écrit contractuellement ou c'est dans votre charte. Donc, il va falloir effectivement donner des indicateurs sur le sujet. Être capable d'avoir une certaine prédictibilité. Si effectivement, en fin d'année, on a toutes les entités d'un groupe qui disent nous, en fin d'année, on lance un nouveau site web. Ça veut dire que probablement, il va falloir que l'informatique, l'infrastructure anticipe. Mais de toute façon, ça va toujours être son travail, mais sauf que là, ce sera encore plus poussé parce que derrière, il y a entre guillemets une refacturation. Il va falloir effectivement penser à anticiper toutes les demandes qui vont arriver dans des périodes données. La facturation à l'usage, là, après, il va falloir définir comment vous refacturez à l'usage. Là, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas souvent réinventer la poudre. Basez-vous par rapport à ce que font aujourd'hui des fournisseurs publics. Vous allez regarder un peu comment refacture un hébergeur ou comment refacturer les services sur Windows Azure ou sur Office ou chez Google ou chez Amazon. Vous pouvez vous appuyer comme ça sur une politique de refacturation. Et puis pensez effectivement à la partie accès en libre service, sachant que le libre service va dépendre en termes d'outils des utilisateurs. Si le libre service est pour un utilisateur final qui n'est pas un informaticien ni un responsable de métier, il faut quelque chose de relativement adapté. Si le libre service est pour un administrateur délégué, là, vous pouvez vous permettre de faire un portail plus technique comme celui qu'on a vu tout à l'heure en démonstration. Donc, nous sommes ici dans les phases supérieures de l'infrastructure de service. On va parler donc d'orchestration et de gestion du changement du libre service. Donc, on retrouve le schéma qu'on avait tout à l'heure, qui devrait s'enrichir logiquement ici, avec d'autres produits. Donc, on va retrouver dans la notion des gestions applicatives trois produits. Donc, System Center App Controller, System Center Service Manager et Virtual Machine Manager. Ces trois produits permettent d'avoir des portails libre-service qui ne sont pas ciblés pour les mêmes personnes. Je vous ai dit, entre l'utilisateur final et un administrateur délégué, on n'est pas dans les mêmes niveaux de compétences et pas les mêmes attentes. Donc là, ce sera en fonction de votre cible que vous allez choisir un des trois portails ou alors vous allez en développer un particulier. Et puis la partie automatisation et fourniture de services, là on va réellement avoir deux produits qui vont venir se positionner. L'un s'appelle Service Manager, on va le détailler après. Le deuxième s'appelle Orchestrator, qui comme son nom l'indique, permet de faire justement de l'orchestration et d'améliorer la partie automatisation. Donc l'orchestration des processus IT, donc ce qui s'appelle en anglais souvent résumé par ITPA, ou IT Process Automation, voilà. L'idée en fait effectivement, c'est d'automatiser un maximum et de faire des choses qui soient cohérentes, conformes par rapport à vos différentes politiques et cohérentes entre produits. Parce que ça va être bien d'automatiser, mais il faut être sûr qu'on n'ait pas des ruptures, des moments, qu'il y ait des dysfonctionnements entre différents produits. Et dans tous les cas, il faut pouvoir être multiproduit parce que, je veux dire, on sait qu'il n'y a pas un système d'information qui contient que des produits de l'éditeur X ou Y. Donc si vous êtes la plupart du temps de tous ces informations, il va y avoir un mix en termes de matériel, ce ne sera pas forcément toujours le même constructeur, il y aura différents équipements réseau, il y aura des logiciels de supervision qui ne sont pas forcément que du Microsoft, il y aura d'autres solutions, etc. Donc l'idée c'est d'avoir un produit qui permette, une solution qui permette en gros de gérer cette hétérogénéité. Tu peux juste revenir en arrière s'il te plaît ? Et à retenir sur la partie orchestration, c'est vraiment cette notion de supprimer le mode manuel, c'est-à-dire j'ai besoin d'un nouveau serveur, je vais aller installer le serveur, manuellement créer la machine, ensuite une fois qu'elle est installée, je vais la patcher, ensuite je vais aller installer l'application dessus, ensuite je vais la mettre dans la base, etc. etc. Et de passer dans un mode automatique ou automatique débrayable, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait dans un workflow, dans une automatisation, à un moment faire un arrêt, dire là je demande une opération humaine, et une réflexion humaine dans le processus.
Donc pour réaliser ces opérations d'orchestration, en fait, Microsoft a racheté en 2009 une société qui s'appelle Opalis, qui fournissait un orchestrateur qui portait le nom d'Opalis. On a redéveloppé une partie de l'outil, on a changé le nom pour l'intégrer à la gamme System Center. Ça s'appelle maintenant System Center Orchestrator 2012. L'objectif, c'est de pouvoir créer un certain nombre de workflows. Donc pour créer ces workflows, on va avoir soit ce qu'on appelle un designer, soit une console web qui va me permettre de définir ces workflows. Ces workflows, une fois que je vais les avoir créés, je vais pouvoir les stocker sur une base de données. Donc, j'ai besoin d'une base de données au niveau de mon outil. Et ensuite, ce workflow, je vais venir le pousser sur des serveurs d'action. Ces serveurs d'action sont situés au niveau de mon data center et vont agir directement sur les différents éléments qu'ils ont à gérer et les différents processus qu'ils ont à orchestrer. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir disposer d'un certain nombre d'éléments qui sont fournis de base au niveau du catalogue des processus. J'ai un certain nombre d'opérations à faire. J'ai par exemple à créer une machine virtuelle. J'ai par exemple à venir modifier le port sur un équipement réseau Cisco. J'ai à venir créer un LUN sur une baie de stockage NetApp. Moi, en tant que responsable au niveau de l'orchestration, je ne connais pas nécessairement les chaînes de commandes qui sont à lancer pour pouvoir créer un port ou configurer un port sur un équipement Cisco, pour pouvoir créer une machine virtuelle de façon automatisée sur un System Center Virtual Machine Manager ou pour créer un LUN sur un équipement de stockage NetApp. La puissance de cet outil, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle des integration packs, c'est-à-dire des composants qui sont directement disponibles au niveau de la librairie de mon outil design ou de ma console d'orchestration, qui vont me permettre de définir des activités à réaliser. Et c'est l'activité en elle-même qui dispose de tout le code intelligent qui permettent de réaliser l'action. Donc moi, je vais tout simplement uniquement venir chaîner des activités qui réalisent des opérations. Par exemple, créer une machine virtuelle, ça va me demander le nom de la machine virtuelle que je souhaite créer, éventuellement le nom du modèle de ma machine virtuelle, éventuellement le serveur sur lequel je souhaite créer cette machine virtuelle, mais ça ne va rien me demander d'autre. Et toute l'intelligence et toutes les opérations qui sont réalisées sont directement disponibles au niveau de l'activité. Donc là, on a un certain nombre d'activités qui sont fournies de base par Microsoft sur l'ensemble de la plateforme Microsoft. Dans sa version 2012, on fournit un certain nombre de composants qui vont me permettre d'interopérer avec les plateformes HP, avec la plateforme VMware, puisqu'on a directement nous-mêmes développé justement les composants sur la plateforme VMware pour pouvoir venir s'interfacer avec vSphere 5 et avec vCenter. Et on va avoir un certain nombre de partenaires qu'on a ici qui développent également des composants qui viennent s'intégrer à System Center Orchestrator pour pouvoir piloter à partir de l'orchestrateur leurs différents équipements. Donc on retrouve un certain nombre d'évolutions sur ce produit. Par rapport à la version Opalis et à la version que l'on avait rachetée, la principale évolution est liée à la console web. La console web s'appuyait sur des technologies JBoss. Ce n'est pas nécessairement les meilleures technologies et on n'a pas nécessairement la compétence autour de ces technologies. Donc on a tout redéveloppé autour d'IS et de Silverlight pour pouvoir justement assurer une certaine pérennité au niveau de l'outil et au niveau des différents développements. Lorsqu'on parle de portail libre-service, Stanislas l'a dit, il y a différents types de portails et je dirais que c'est l'aspect le plus critique. Il y a beaucoup de portails qui sont disponibles dans différents produits. Par contre, je dirais qu'il n'y en a aucun qui répond à tous les besoins. Et je dirais chaque portail tel qu'on peut le voir aujourd'hui, il est un petit peu destiné à différentes populations. Si on regarde le portail qui est disponible dans System Center Virtual Machine Manager, c'est un portail qui va me permettre tout simplement de créer une machine virtuelle à partir des différents modèles qui sont disponibles ou à accéder à un environnement me permettant d'accéder à mes machines virtuelles. Si je regarde le portail et System Center App Controller, c'est une solution qui va me permettre de pouvoir accéder aux différentes ressources qui sont disponibles sur la plateforme Windows Azure, si je fais du cloud public, et éventuellement sur mes plateformes System Center Virtual Machine Manager pour pouvoir déployer des modèles de services, pour pouvoir déployer des machines virtuelles. System Center Service Manager va me permettre de disposer d'un portail et va me créer un portail par rapport à éventuellement la mise en œuvre d'une plateforme SharePoint dans mon entreprise. Par contre, de base, les briques s'appuient sur des composants affichables Silverlight, donc très peu de personnalisation. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'offre DCS, c'était un portail qui était personnalisé à partir d'un kit qui s'appelle le DDTKH, qui me permet de personnaliser un certain nombre de pages, mais qui sont encore développées autour de Silverlight. Mais derrière, rien ne vous interdit de pouvoir développer votre propre
portail SharePoint et d'aller chercher les informations en fonction des différents lieux où se situe l'information, les outils d'administration ou également éventuellement la CMDB. Donc rapidement pour finir, la gestion des applications. Donc App Controller, vous en aurez peut-être parlé, c'est l'un des derniers nés de la gamme System Center. L'objectif, c'est d'avoir un portail web qui me permette d'accéder aux ressources qui sont disponibles dans mon cloud privé, c'est-à-dire les ressources que j'ai définies au travers de System Center Virtual Machine Manager ou les ressources dont j'ai accès sur la plateforme Windows Azure. L'idée pour moi en tant qu'administrateur, c'est de pouvoir déployer, gérer et administrer ces différentes ressources et rajouter, en fonction des besoins, des instances supplémentaires. Donc on retrouve tout ça au travers du portail, la possibilité d'y accéder. Dans System Center Virtual Machine Manager, on peut définir au-delà des modèles de machine, des modèles de service. Donc un modèle de service peut prendre par exemple cet aspect-là, une architecture 3 tiers de type web avec les frontaux web, le middle tier au milieu et puis la base de données à la fin. Donc l'idée effectivement c'est de définir les différents constituants de chacun de ces niveaux de la plateforme. Donc partie web, le serveur sera un serveur de type 2IS, la middle ce sera une application qu'ici on virtualisera et dans le troisième tiers ce sera la base de données. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on va définir pour un modèle de service sur chacun des différents types de serveurs les configurations, donc soit le paramétrage, les disques durs à utiliser en termes de modèle, les packages de déploiement si on veut déployer par exemple une application web particulière. Même chose sur la partie middle. Et puis sur le dernier tiers, ce sera la configuration d'un serveur SQL par exemple avec son paramétrage. Et du coup, à partir de là, on a un modèle qui est un modèle de service complet, prêt à l'emploi. À la différence d'un modèle de machine qui n'installe qu'un OS avec rien de plus derrière. Là, on a la machine installée plus le service configuré pour la machine. C'est la grosse différence. Et du coup, alors, on a un designer qui existe dans le produit qui permet de voir visuellement à quoi ça ressemble. Et là, on a l'exemple des 3 tiers. Avec ici la possibilité, tout à l'heure, on me parlait de monter en charge. Là, je peux dire, si je veux monter en charge ici, sur ce bloc-là, me rajouter une instance supplémentaire. Le fait de rajouter une instance, automatiquement, le modèle recréera une nouvelle machine complémentaire, par exemple un nouveau serveur web ou autre. Donc, le tout est automatisé. System Center Service Manager. Solution de à la fois gestion d'un catalogue de services, gestion des offres et également gestion des incidents, des problèmes, des changements au niveau de l'environnement. Donc l'idée, c'est d'avoir une CMDB, de disposer d'une CMDB dans laquelle je vais définir l'ensemble de mes constituants et de pouvoir des configurations items et ensuite pouvoir gérer l'ensemble de la relation entre l'utilisateur du service et le fournisseur de service directement au travers de la gestion des risques, gestion des changements, etc. etc. Donc investissement majeur, c'est l'intégration avec SCVMM et System Center Orchestrator, où je vais pouvoir récupérer l'ensemble du catalogue de services, l'ensemble du catalogue de machines virtuelles fournies par System Center Virtual Manager, l'ensemble des workflows, et je vais pouvoir venir directement instrumenter ces workflows au niveau de la gestion des offres et faire en sorte que tout soit géré au travers de Service Manager. L'idée derrière, c'est d'avoir une validation très simple lorsque j'ai un processus. Ce processus, par exemple, pour pouvoir créer une machine virtuelle, c'est de démarrer à partir d'un site web. Sur ce site web, je fais une demande de création de machine virtuelle. Nécessairement, ça rentre dans un workflow de validation. Je fais ma validation dans Service Manager et ensuite, je continue automatiquement mon workflow. Donc, de centraliser l'ensemble de ces étapes-là directement au sein d'un produit. Donc, ce qu'on a vu, quelle est la trajectoire aujourd'hui vers le centre de service et où est-ce qu'on en est? Finalement, c'est une trajectoire par rapport à un matériel évolutif, la mise en œuvre de la virtualisation comme socle système au niveau des différentes plateformes, l'administration des différentes plateformes. Aujourd'hui, on peut considérer que la plupart des entreprises sont dans ces étapes-là, commencent à virtualiser et commencent à généraliser la virtualisation au niveau des processus. Ensuite, pour pouvoir réellement évoluer vers cette notion de centre de service et de cloud privé, c'est nécessairement d'avoir une première chose, c'est une orientation service. C'est quel est le service que je veux fournir? Est-ce que je suis prêt à fournir le service? Est-ce que je suis prêt à m'engager à fournir un service? Et derrière, comment je vais refacturer ce service? Parce qu'il faut bien comprendre que pour une entreprise, lorsqu'elle va évoluer vers ce mode de cloud privé, de notion de service, les seuls revenus qu'elle va recevoir, c'est un revenu qui est lié justement à la fourniture de services. Aujourd'hui, comment sont gérés les budgets informatiques dans les entreprises? Les divisions métiers allouent un certain budget informatique à la DSI. Et la DSI le consomme tel qu'il veut.
dans l'autre inversement, lorsque je vais rentrer dans un mode de cloud privé, je vais fournir des services, les métiers vont acheter ce service, vont me le refacturer, et derrière, c'est à moi, en fonction des gains que je vais pouvoir faire sur ces différents services, de faire évoluer mon service pour apporter toujours de la valeur ajoutée au niveau du service qui est proposé et faire en sorte que les métiers de l'entreprise continuent à utiliser le service que je propose et que celui-ci soit le plus intéressant possible pour les différents métiers de l'entreprise. Et puis, avoir cette notion d'abstraction, de ressources en pool, de catalogue de services et puis éventuellement de facturation au niveau de l'usage. Solution Microsoft. Ah bon, on a tout le temps qu'on veut ? Oh. Solution de cloud Microsoft. Donc aujourd'hui, le cloud privé s'articule chez Microsoft autour de 2 produits. Bien sûr, la couche de virtualisation et, j'espère qu'on vous l'aura démontré, autour de la gamme System Center qui viennent positionner l'ensemble des briques technologiques. Là, on parle uniquement de technologie. Le cloud public, aujourd'hui, c'est autour de la plateforme Azure, autour d'Office 365, autour de Windows Intune pour tout ce qui est administration du poste de travail, et puis autour de CRM Online pour tout ce qui est gestion de la relation client. Donc, cloud privé, on est sur du IaaS aujourd'hui principalement. Dans les clouds publics, Azure aujourd'hui est du PaaS, plateforme de service. Office 365, Intune et CRM Online sont des produits finis prêts à l'emploi. Ce sont donc du SaaS, software as a service. Et quant au IaaS public, on n'en a pas encore, on y pense. Allez, le résumé final. Oui. Donc on retrouve tous les différents produits positionnés à différents niveaux. Oui, il n'y a pas un produit miracle qui fait tout, parce que ce n'est pas le but. Après, en fonction effectivement des profils, est-ce qu'on oriente le produit pour l'utilisateur final ou le responsable applicatif, ou est-ce qu'on l'oriente pour le responsable de l'infrastructure ? C'est là en fait où on viendra positionner les différents produits. Hop. Donc tout ça est téléchargeable en version d'évaluation. Typiquement, System Center est disponible. Et si vous avez des questions, il paraît qu'on a plein de temps.